Vous êtes sur 95.2 sur Radio Ici et Maintenant, ou ici et maintenant.com si vous nous écoutez sur Internet. Nous sommes avec Marie-Thérèse Debrosse dans son émission Allons plus loin. Et son invité, donc je te laisse rappeler... Xavier Delamarre. Oui, maintenant c'est plutôt des triangles, et puis après les triangles c'est des boules. Mais avant les soucoupes, il y avait des fusées fantômes. Avant les fusées fantômes, il y avait des avions fantômes. Et à la fin du 19e siècle, dans le Middle West américain, on avait des espèces d'objets volants qui ressemblaient à des machines à la Jules Verne, quoi. Enfin, à la Robur le Conquérant. Il y avait des aubes tournantes, il y avait des jets de vapeur. Enfin, ça passionnait les gens, mais c'était pas des soucoupes. Mais nous, on est né avec les soucoupes, si je puis dire. Hein. Oui, Donc, mais voilà. enfin, les ovnis, puisqu'il est question d'ovnis, on sait bien que ça change de forme comme ça veut. Moi, je me souviendrai toujours, j'étais en train de travailler sur un cas de RR4 en Ardèche, particulièrement intéressant. Je vous pique votre eau. Et laissez-moi un peu. Oui. Et j'arrive dans la maison. Et je demande, qu'est-ce qui se passe? Les chiens étaient très 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 nerveux, un ovni était passé. Et je fais évidemment décrire l'observation à la famille qui était là. Et ils m'ont décrit un immeuble rectangulaire avec une dizaine de croisées allumées. Donc ce n'était ni un cigare, ni une soucoupe, ni rien du tout. Donc côté forme, on a absolument tout. Enfin, moi ce que j'aime dans le personnage de Xavier Delamarre, c'est qu'il est d'une érudition dans le domaine de la soucoupologie qui est proprement parlé ébouriffante. Hein. Donc vous exagérez. Je lis tout simplement. Je lis ce qui se publie. Et depuis l'époque où je me suis intéressé à ça, c'est-à-dire l'époque des livres d'Aimé Michel, hein, c'est-à-dire les années 60. Bon, dans les années 50, j'étais quand même tout petit, mais après, j'ai lu ces bouquins. Il y a eu un flot continu à la fois de livres qui sont des livres de témoignages de gens qui ont vu des choses, et puis des livres de spéculation qui sont en général les plus barbants, mais il faut les lire quand même quand on s'intéresse à un sujet, il faut tout lire, même la mauvaise production. Et le domaine soucoupique, le domaine des ovnis, alors pour l'édition en général, c'était quelque chose d'absolument stupéfiant. Moi, je peux plus suivre tout ce qui se produit. Alors, moi, je lis. Enfin, il y a beaucoup de recopiés Oui, il y a et beaucoup de de mauvaises choses, mais compilations parfois, au compilations. tournant d'une compilation, on trouve une information qu'on n'avait pas lue avant. C'est vrai que c'est assez rare que l'on lise de bonnes choses, mais de temps en temps, il y a des livres tout à fait passionnants. C'est un sujet immense. Hein. Il y a des chapitres, il y a des districts de l'ufologie. Si vous vous intéressez au Men in Black, vous avez beaucoup de choses très intéressantes, qui étaient encore un autre sujet que les crashs de soucoupe. Ça, c'est aussi tout à fait fascinant, parce que là, on a plein de témoignages, alors que tout ça est évidemment ridiculisé, mais il y a des gens qui témoignent. Qu'on Oui, veuille mais ou non, c'est un discours, et il faut lire un petit peu ce que disent tous ces gens-là. Vous avez beaucoup, alors évidemment à partir des années 80, il y a eu tout le segment de ce qu'on appelle les abductions qui sont un petit peu qui laissent mal à l'aise. Enfin, moi, c'est plutôt mon cas. Mais il y a d'autres choses. Il y a là aussi les extraterrestres qui se baladent dans la rue. Il y a plein de gens qui. ah oui, On oui, ça n'imagine bien pas le sûr. nombre de gens qui voient des choses étonnantes. Moi, je vois jamais rien. Hein. J'ai pas vu la moindre Mais petite non, mais soucoupe. vous n'êtes pas censé reconnaître ce que vous Je vois voyez, hein. absolument que dalle, Ouais. mais il y a plein de gens qui voient des choses étonnantes. Et moi, je le dis, ils sont pas fous. Il y a des tas de gens qui racontent des choses quand ils sont en confiance, parce que c'est toujours la même chose, qui vous racontent des choses incroyables. Il y a des gens pour lesquels j'ai une confiance absolue, parce que je les connais, qui sont proches de ma famille, et qui, au tournant d'un dîner ou d'un déjeuner, tout d'un coup, à la fin, vous racontent des trucs qu'ils vous avaient jamais dit, et qui sont extraordinaires. Et donc, je leur fais confiance. Ils n'ont aucune raison de raconter des histoires. Mais tout ça est filtré dans notre environnement. Pour la plupart des gens, c'est filtré à la fois par une croyance générale que tout ça n'existe pas. C'est filtré par une espèce de rationalisme dans lequel nous baignons, où les phénomènes non expliqués n'existent pas. Et c'est filtré Euh, surtout par une énorme peur du ridicule. Hein. Il alors faut quand oui, même pas oui, oublier que pendant des de plus en années, plus. Oui. le phénomène était totalement tabou. Il n'était pas question de s'intéresser aux ovnis quand on appartenait, c'est mon cas, au milieu universitaire, parce que alors là, c'était
la pire souillure Non, sur la c'est pas ça. blanche hermine de l'université. Ce domaine très vaste, d'ailleurs on ne parle plus d'OVNI, on parle du phénomène OVNI, c'est parce qu'il englobe quand même beaucoup d'autres choses. Ce phénomène suffit presque automatiquement à discréditer celui qui s'y intéresse. Oui, c'est effectivement une des choses qui font que les gens n'en parlent pas. Dans les milieux, je ne sais pas comment les appeler, j'allais dire comme il faut, qu'ils soient académiques, qu'ils soient universitaires, qu'ils soient des médias, on ne parle pas de ces sujets parce que ces sujets sont considérés comme très bas de gamme, c'est vraiment populo. Bas de gamme, oui, c'est ça. Et donc les gens qui s'intéressent à ça. Là, ça aussi, c'était quelque chose d'assez étrange parce que on pourrait s'intéresser, et il y a des gens qui l'ont fait, au récit ufologique, au récit soucoupique, tout simplement comme un folkloriste. On s'intéresse au folklore, si vous voulez, des paysans du Maine ou à la cosmologie des Dogons du Bas-Mali ou à la tripartition chez les proto-indo-européens du 4e millénaire avant notre ère. Mais s'intéresser aux croyances, ce qu'on appelle maintenant de façon un peu méprisante, aux légendes urbaines de l'homme du 20 et du 21e siècle, il y en a pas, il y a très très peu. Alors, il y a un certain Stotkowski, mais très très... Oh, qui a écrit un bouquin infâme. Moi, Médiocre. Non, mais c'est un médiocre. j'ai assassiné dans une critique, C'est un je l'ai traité médiocre qui connaît de pas le Monsieur sujet. Homais. Monsieur Homais chez les Ah, Iti. oui, oui. J'ai rarement Non, lu mais un il a livre pas lu, il connaît pas le sujet. aussi médiocre que le... Alors que chez les folkloristes, on avait des gens comme Van Gennep. L'image et tout ça, qui a allaient sur le disparu, terrain. je vous signale. Oui, mais n'oubliez pas, pour dire exactement le contraire de ce que vous soutenez, un des travaux les plus intéressants qui a été fait sur le domaine, moi, qui me concerne particulièrement, qui est celui des abductions, était justement fait par un folkloriste, Eddie Bullard. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, mais je crois qu'il a abandonné le truc. Il n'écrit plus rien. Il a quand même continué son catalogue. Il a fait un travail absolument capital. Oui. Il a fait un très bon bouquin sur les abductions en mettant à jour des récurrences, avec un pattern du gars qui se fait enlever par une soucoupe. Alors, je crois qu'il a 10 ou 12 points qui ne se retrouvent pas dans tous les témoignages, mais il est quand même assez rare. Il y a assez peu d'universitaires. C'est pour ça que je m'empressais de vous le citer. On cite bien sûr Bertrand Méheux, qui est l'excellent Bertrand Méheux, qui a écrit un bouquin génial, alors très contesté aussi, mais qui est un livre à la fois pétri d'érudition et d'intelligence, qui s'appelle Soucoupe volante et science-fiction et soucoupe volante. Je crois que c'est en 77 ou 78 qu'il a écrit ce bouquin. Bon, depuis, il s'est un petit peu détourné du sujet, il s'intéresse à autre chose. À mon avis, il a bien raison. Mais globalement, ce sont des gens très en marge, je dirais, de la recherche universitaire, de la recherche folklorique. La présence des extraterrestres parmi nous à l'heure actuelle, c'est un thème qui passionne beaucoup de gens, mais qui n'intéresse pas les universitaires. On ne sait pas pourquoi. Ils s'intéressent à des tas de conneries, mais pas à ça. Non, mais attendez, il y a des gens qui s'intéressent officiellement, et puis officieusement et pas officiellement. Je vois par exemple le cas de Bertrand Méheux. Il a une position officielle beaucoup plus sceptique que celle qu'il soutient quand vous êtes seul avec lui au bistrot ou quand il est dans Confiance. C'est une autre chose. Mais je voudrais surtout que, puisque nous allons avancer, nous arrivions à ce qui va faire vraiment j'allais dire la bombe de cette émission. Oui. En parlant avec vous, j'ai découvert que vous connaissiez très bien quelqu'un que j'ai découvert ici, grâce à Radio Ici et Maintenant, qui s'appelle Mark O'Byrne. Et Mark O'Byrne a écrit certainement un des livres qui m'a le plus passionné des 10 dernières années. D'ailleurs, j'en ai acheté 4 exemplaires. Oui. Christelle entendait ça, pour l'offrir, parce que j'ai trouvé son bouquin absolument magistral, différent. Et puis on sent qu'il y a un personnage derrière tout à fait. C'est authentique. Tout à fait exceptionnel. Alors moi, j'étais restée au Mark O'Byrne que j'avais entendu à la radio, Mark O'Byrne que j'avais découvert dans son livre. Et vous m'avez fait découvrir un autre Mark O'Byrne qui se lance dans une aventure qui est absolument prodigieuse et dont les retombées risquent d'être totalement révolutionnaires.
Oui, écoutez, je crois que c'est lui-même qui va nous en parler ce soir, parce qu'il est à l'heure actuelle dans un hôtel du sud de la France, et je lui passe un petit coup de fil en lui disant on va faire le café du commerce avec Marie-Thérèse mercredi soir. Est-ce que vous n'interviendriez pas pour nous parler un petit peu de cette affaire extraordinaire qui est alors c'est pas une affaire paranormale du tout, hein, mais c'est une affaire, c'est une révolution technologique dans le domaine du stockage de l'énergie. Alors pourquoi je suis au courant de ça? C'est parce que lui-même m'en a parlé à l'occasion d'un déjeuner. C'était vraiment un sujet qu'il possédait complètement. Et c'est un sujet qui est totalement extraordinaire et fondamental parce que c'est une révolution technologique qui a été une découverte, je crois qu'on ne peut pas dire autre chose, une découverte scientifique qui a été faite par un physicien, par un grand savant. Ah, c'est pas un zozo qui bricole des moteurs surnuméraires dans son sous-sol, dans son sous-sol ou dans. Enfin, ah si, oui. je crois qu'il bricole pas mal dans le sous-sol Ah le bon, savant en oui. question, mais c'est un authentique scientifique. Alors, il a fait une découverte extraordinaire il y a quelques années dans le domaine du stockage de l'énergie, qui utilise, d'après ce que je comprends, puisque moi-même n'étant pas physicien, j'ai arrêté mes études scientifiques à la terminale C, qui utilise les propriétés des corps noirs. Et il a mis à jour un certain nombre de propriétés. Et alors, c'est pas uniquement un théoricien, c'est aussi quelqu'un qui a bricolé, qui a mis au point un certain nombre de ces fameuses batteries de stockage d'énergie, qui a fait tester ces créations, ces inventions par des équipes d'ingénieurs elles-mêmes pilotées par des grands consultants. Alors c'est pas KPMG, enfin Enfin, de toute façon, Marc nous le dira tout à l'heure. c'est Marc qui Hein, va nous le dire. Hein. Alors d'après ce l'avons en que j'ai ligne compris, il y a des ingénieurs qui endormaient plus après avoir vu ça. Hein. Alors dans la pratique, et je vais m'arrêter là et on va passer la parole à Marc, on est devant une révolution parce qu'à partir du moment où vous pouvez stocker des quantités immenses d'énergie dans un tout petit volume, vous pourrez avoir des voitures électriques qu'on recharge au bout de 2000 km, vous pourrez avoir des maisons totalement autonomes. Hein, vous savez qu'un des problèmes de l'énergie, c'est évidemment sa création, mais c'est surtout le stockage, parce que dans le transport de l'énergie, on en perd énormément. Donc si la révolution de l'ami physicien de Mark Auburn se développe, parce que c'est la mise en place de toute une infrastructure technologique, le renouvellement de toute l'infrastructure technologique qui nous fait utiliser de l'électricité, on est devant une véritable révolution. Une révolution, et puis un changement de vie probablement qui aura des répercussions évidemment pour l'écologie de la planète. Je crois que le mieux c'est de passer lui demander, la parole à Marc qui va un peu nous décrire un peu cette affaire. Vous êtes là, Marc? Je suis là, bonsoir. Bonsoir, Marc, je suis ravie de vous entendre. Et j'espère que vous allez être clair, parce que je dois avouer qu'il y a certaines choses que je n'ai pas du tout comprises dans vos notes. Oui, vous me l'avez dit, oui. Alors, voilà, nous allons essayer. Je suis enchantée. Alors, feu vert à vous, cher Marc. Alors, comme Xavier l'a souligné, effectivement, on a affaire à une invention qui n'est pas l'invention de la pierre philosophale, mais c'est une invention qui, précisément, permet de stocker de grandes quantités d'énergie dans un espace réduit. Pour donner une indication, les dispositifs actuellement qui sont les plus performants sont des batteries au lithium, et dans le commerce, on va stocker, bon, je vais être un petit peu technique, excusez-moi Marie-Thérèse, mais juste une minute, on va stocker de l'ordre de 0,12, bon, c'est 0,11, 0,12, 0,13 kWh par kilo de batterie lithium. Et là, ça vous donne une idée donc de la capacité, grosso modo maximum, qu'on est capable d'avoir, et on stocke ça sous la forme d'énergie électrique. Donc l'invention, je fais bien faire attention à ne pas citer son nom, l'invention de notre physicien, qui est un vrai physicien, on est sur un ordre de grandeur de par 100. D'accord, il est capable, à aujourd'hui, sachant que la technologie n'est pas au bout de ce qu'elle est capable de faire, du moins en théorie, on est sur une densité énergétique 100 fois supérieure, je dis bien 100 fois supérieure à ce que fait une batterie au lithium. Donc si vous avez pour un véhicule automobile 100 kg de batterie pour faire 150 km, vous n'aurez plus besoin que d'un dispositif d'1 kg. C'est pas du tout la même chose, vous voyez. Donc si vous en mettez 50 kg, vous allez faire des milliers de kilomètres, peut-être des dizaines de milliers. Donc le dispositif ne s'apparente pas du tout à une batterie ni à un condensateur. Ah oui, donc ça change complètement le système de distribution également de l'énergie.
Ça change tout, en fait. On arrive à résoudre la plupart des problèmes de l'énergie en stockant. Vous prenez un panneau photovoltaïque ou vous prenez une éolienne qui ont par nature une fluctuation dans la production, qui ont une fluctuation de production d'énergie. Et le problème de l'électricité, c'est que vous devez la dépenser, l'utiliser en même temps qu'elle est produite. Il y a pas de, voilà, c'est du produit ultra frais. Voilà, produit utilisé immédiatement. Et qui se perd quelquefois un petit peu en route, faut pas oublier, parce que c'était le problème auquel Tesla avait essayé, et avait, avec un certain succès, avait essayé de parer. Alors, écoutez, oui, il y en a une partie qui se perd en transport, effectivement. C'est pour ça qu'on utilise des lignes à haute tension et du courant alternatif. Oui, effectivement, on en perd beaucoup. Je connais pas les travaux de Tesla. Je connais les travaux de la personne dont on parle. Septimus. Mais bon, vous pourrez en parler mieux que moi. Donc, il s'agit d'un ordre de grandeur de par 100 à aujourd'hui, sachant qu'on est loin d'arriver aux limites théoriques de la technologie, parce que, évidemment, les premiers prototypes qui fonctionnent parfaitement bien ne sont pas l'aboutissement ultime de ce qui peut être fait en la matière. Donc, les implications sont très très nombreuses. Ça veut dire qu'on va pouvoir, mais je vais aller directement à la conclusion, grâce à cette technologie qui va être adjointe à n'importe quelle source d'énergie renouvelable ou non, on va aboutir à l'autonomie énergétique à toutes les échelles. Et quand je dis toutes les échelles, ça veut dire ça peut aller de l'habitat individuel, même isolé en Afrique ou ailleurs, loin de tout, au petit village où qu'il se trouve, ou une ville plus grande, ou une ville très grande, ou un pays. On va arriver avec l'industrialisation en masse de ce procédé, effectivement, à l'autonomie énergétique sur la base des énergies renouvelables, si on veut, mais ça peut également tout à fait figurer dans les réseaux alimentés par des centrales hydroélectriques ou l'industrie nucléaire française, par exemple, parce que ça va venir appuyer, dans un premier temps en tout cas, ça va venir appuyer l'efficacité de tout ça. Mais ça semble un tel rêve, ça semble un tel pas de géant vers le futur, qu'on se demande est-ce que c'est pas un rêve, est-ce que c'est concret, est-ce que ça va se réaliser? Vous savez, je vous réponds, Marie-Thérèse, dans les années 80, 85, 90, on vous aurait dit, à l'époque, vous utilisiez une disquette de 1 mégaoctet dans votre ordinateur pour stocker 1 mégaoctet d'informations, et c'était large comme la main, c'était carré. Et là, vous avez une minuscule clé USB, vous avez 8, 32, 64 gigaoctets. Alors, vous auriez dit aux gars des années 80, regardez ça, il y en a je ne sais pas combien de milliers de fois de plus que sur votre pauvre disquette, là. Et vous auriez regardé en disant, attends, c'est un pas de géant, et c'est de la science-fiction. Non, ce truc-là, il fonctionne très bien. C'est même un dispositif extrêmement stable, extrêmement solide. Quand vous dites que ça fonctionne très bien, ça a été testé où, oui, quand oui. et comment? Ça a été testé d'abord par les... je ne peux pas donner trop de détails pour protéger le projet, mais la personne s'est adossée à plusieurs types de structures, des banques d'affaires. Cette banque d'affaires a été la première à envoyer une équipe d'ingénieurs spécialisés qui ont fait quelque chose de très simple. Ils ont pris le petit objet. Quand vous dites petit objet, c'est-à-dire quoi comme taille? Les premiers prototypes, c'est gros comme 2 glaçons. Ah oui, effectivement, c'est voilà. un petit objet. Et là-dedans, ils ont injecté de l'énergie. Vous voyez, ils sont capables avec leurs appareils de dire voilà, on a mis tant de kilowattheures dans ce truc-là. Et puis donc ils chargent jusqu'à ce que l'objet en question ne prenne plus rien. Ensuite, ils déchargent et ils mesurent ce qu'ils récupèrent. Et ça, c'est ce qu'on appelle le taux de restitution. Alors sur une batterie, quand elle est neuve, vous avez au mieux 80-85%, et plus vous faites des cycles de charge et décharge, plus vous avez par l'hystérésis, qu'on appelle l'hystérésis, un taux qui décroît régulièrement. On passe à 60, 55, et à 40, vous laissez tomber votre batterie au lithium, vous la changez. Là, on a quelque chose qui va vous restituer entre 97 et 98% de ce que vous avez injecté. Et c'est extrêmement stable, c'est-à-dire que ce que ça vous restitue, au bout de 10 cycles, ça vous le restitue de la même manière au bout de 1500 cycles. Il n'y a pas d'hystérésie, c'est-à-dire, il semblerait, d'après les tests qui ont été faits, ils ont été nombreux, on a dépassé les 2000 cycles sur un prototype, ce qui est beaucoup, il semblerait que ça soit absolument, totalement stable, et que, selon toute apparence, une technologie de ce genre va fonctionner de la même manière jusqu'à la fin de votre vie. On n'a pas d'éléments qui nous indiqueraient le contraire. C'est assez inouï, mais au niveau où vous en êtes, enfin où le projet en est,
ça a été testé avec des résultats suffisamment convaincants Oui, pour oui, que tout à les fait. banques s'y engagent. Donc, on Alors, n'est plus dans le rêve, là, on est dans le... oui, non, mais vous allez bien au-delà. Il y a des gros cabinets de conseil qui sont sur l'affaire, et depuis longtemps, et certains autres cabinets, parce qu'on les a fait travailler sur, par exemple, le pricing, à combien peut se vendre cette technologie, ils ont découvert ça, c'est absolument stupéfait. Donc, ça a été très, très fébrile à chaque fois. Quand ces gens-là ont découvert ça, ils se sont affolés. Donc, il y a quand même pas mal de gens sur la planète, et même si ça circule pas sur Internet, à part sur mon site, pour l'instant, j'en ai un petit peu parlé, alors qu'on parle beaucoup d'énergie libre, de ce genre de choses, et bon, on va Ouais, rien oui, venir. coucou, c'est Ça, nous, oui. c'est bel et bien sérieux. Il y a bel et bien des gens extrêmement riches et extrêmement puissants sur cette planète qui sont déplacés au bon endroit pour rencontrer le physicien. Je peux vous assurer que c'est ce qui a attiré mon attention au début parce que j'étais assez proche de lui, mais pas directement. Et je me suis rendu compte qu'il se passait vraiment quelque chose. Ce que vous me disiez, Marc, c'est que les ingénieurs qui ont vu ce bidule fonctionner, ils en dormaient plus après. Oui, oui, j'ai des exemples précis, des gens que je connais. J'en ai eu un au téléphone encore aujourd'hui. C'est une personne d'une grande qualité qui ne travaille pas en France, mais qui est ingénieur entre autres choses. Et il m'a dit lui-même, bon, il travaillait déjà sur le projet depuis plusieurs années, pour un très très gros cabinet de consultants. Mais un jour, inopinément, on lui a fait une démonstration. Il m'a dit, j'ai perdu le sommeil pendant 3 nuits. Oui, Je ne faisais que penser à ça. C'est époustouflant. Voilà. Il a même fait marcher des machines électroménagères ou je sais plus quoi, enfin, Oui, c'est pour faire une s'amuser, de quoi. risque. Oui, Ouais, oui. bon, Bah, vous avez, si vous voulez, vous avez un truc gros comme une petite pile carrée. comme un œuf, Voilà. quoi. Ouais. Et puis là, avec ça, vous pouvez, en théorie, par exemple, je vous donne un exemple précis, allumer 14 chauffages électriques de 1000 watts et les faire briller pendant plusieurs minutes. Enfin, les faire marcher pendant plusieurs minutes. C'est absolument dément. Cette technologie est capable de stocker. Donc, on a un rapport. On n'est pas dans la science-fiction. On est dans quelque chose de précis. On a grosso modo dans les premiers tests qui ont été faits, on a à peu près 40 fois les capacités de stockage des meilleures batteries au lithium. Et moi, je sais qu'après coup, dans certaines conditions assez faciles, hein, on est arrivé grosso modo, si je vous donne l'ordre de grandeur, à 100 fois les capacités des batteries au lithium. C'est-à-dire qu'on va stocker à peu près 12 kWh par kilo au lieu de 0,12. Voilà. Mais c'est-à-dire que ce vont être les particuliers auront ce dispositif chez eux, ou bien il y aura des centrales qui vont... Écoutez, il y a un dimensionnement précis. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la technologie, mais ça va dépendre de la politique, j'allais dire commerciale, des structures qui sont en train de se mettre en place. Mais ça a vocation, en effet, à se trouver partout. Il faut savoir que la plupart de nos appareils électroménagers reçoivent du courant alternatif et commencent, la première des choses, que ce soit votre aspirateur ou n'importe quoi, votre lave-vaisselle, la première des choses, on commence avec un transformateur par redresser le courant et le transformer en courant continu. Parce que s'il y a du courant alternatif, c'est pour deux raisons principalement. Enfin, la raison principale, c'est pour éviter les pertes en ligne, enfin les réduire un maximum. C'est ça, oui. Donc là, on va pouvoir vivre dans un monde avec un courant continu et à basse tension, parce qu'on n'a plus de raison d'avoir des hautes tensions. Parce que Mais ça va changer notre paysage également, tout ça. Ça va changer le paysage, mais ça va absolument tout changer. Je vous assure que les gens qui sont au courant... Les vélos électriques, les mopettes électriques... Oui, mais vous aurez des vélos électriques ça... avec la batterie que vous avez actuellement, la masse de la batterie que vous avez actuellement, vous allez faire 100 fois plus de distance, vous vous rendez compte? Les avions même. Alors on peut envisager effectivement des avions électriques. Des drones. Non, oui, moi, les je drones, parle d'avions, des gros transporteurs. Non, mais il y a aussi des applications militaires, c'est vrai, des possibilités nouvelles en termes militaires, et c'est ce qui nous a effrayés. Et on a essayé de travailler aussi parce que... Oui, parce que le stockage de l'énergie, ça veut dire utilisation de l'énergie dans des armes à ce qu'on appelle justement énergie dirigée, voilà, on peut concevoir de nouveaux types d'armes. Voilà, d'où les systèmes embarqués. Et parce que la caractéristique de cette technologie, c'est qu'elle est capable de restituer ce qu'elle a emmagasiné avec une très large plage de puissance. C'est-à-dire que c'est pas... si vous avez, par exemple, si vous tapez sur une batterie et vous lui demandez beaucoup, on voit en électricité, on voit ce qu'on appelle la FEM, la force électromotrice, chuter très vite. Là, vous lui demandez beaucoup, elle va produire beaucoup jusqu'à ce qu'elle soit vidée, mais bon, ça peut être littéralement un jet d'énergie d'impulsion d'une densité extraordinaire. Donc avec ça, vous pouvez faire un nouveau type d'arme qu'on sait faire. Simplement, on a une source d'énergie extrêmement dense qu'on va pouvoir incorporer, par exemple, dans un fusil, quelque chose de portable, et on y inventera de nouveaux types d'armes, et ça pose de nouveaux problèmes, effectivement, parce que ces armes-là seront capables de percer absolument n'importe quoi. Mais alors, votre mystérieux physicien, parce que moi, c'est toujours le problème qui m'intéresse quand quelqu'un a une idée très révolutionnaire.
On se demande où est-ce qu'il a piqué l'idée, hein. Qu'est-ce qui a été Allez alimenté son savoir, cerveau? ça c'est, en tout cas il l'a fait, et puis sur le détail de cette affaire-là, on en parlera après le lancement, si vous permettez, Marie-Thérèse. Effectivement, il y a une idée hautement improbable, qui même pour un physicien paraissait folle. Si vous voulez, c'est comme le fait de prendre une dizaine ou une quinzaine de paramètres différents, et en se disant, ça risque de produire tel effet. Il fallait quelque chose, en théorie, c'était de l'ordre d'une chance sur 100 milliards, par exemple, que quelque chose de positif en ressorte. Et puis ça a fonctionné tout de suite. Bon, Quand il a testé c'est le pas principe, qui croyable. était complètement fou, ça a fonctionné tout de suite. Si ça se trouve, d'ailleurs, il comprend pas nécessairement tout lui-même de ce qu'il a Alors découvert. il le Oui, comprend oui. avec le recul, mais Oui. le fait même qu'il ait trouvé cette chose hautement improbable, qu'on pouvait quasiment pas calculer qu'on pouvait pas trouver par tâtonnement, et en soi étonnante. Alors ça c'est l'inspiration, je sais pas, d'un cerveau supérieur. Il est particulièrement génial, votre physicien? Il est particulièrement particulier. Ah, il est particulier. C'est pour ça qu'on l'appelle le professeur Septimus, nous. Oui, Voilà, c'est Parce vous peut-être. que, savez, et en plus de ça, il y a eu voilà. des aventures rocambolesques que j'espère un jour Marc Ouais. nous racontera, sous une forme ou sous une autre, qui ressemblent beaucoup aux affaires de Black et Mortimer, hein, avec Alors, écoutez, la je n'ai pas DST lu aux Black et fesses, Mortimer, mais bon, des- effectivement, je vous ai raconté quelque chose. des espions chinois assez malsains. Enfin, il y a quand même de quoi Non, faire. mais bon, pas forcément des espions. C'est vrai que les Chinois ont été au contact de la technologie. Il y a Oui. plusieurs membres du gouvernement chinois. Bon, c'est bon, Bah oui, des oui, entités oui, qui oui. sont qui Ah, sont mais donc venues. ça circule quand même dans les milieux Oui, oui, oui. oui. formés. Les gens qui doivent savoir savent depuis longtemps. Les premiers à réagir, à rencontrer, faut que j'évite de prononcer son nom ou son prénom, cette personne, sont les gens du Golfe Persique. Voilà. Ah, comme par Ça a été hasard. les premiers à venir. Ils avaient l'information, ils avaient très bien compris la portée de cette On est les affaire. producteurs de pétrole. Ben, ça va être eux les premiers touchés d'ailleurs. Absolument, à terme. Eh. Oui, c'est ça. Oui, c'est Ils sont en train de évident. préparer l'après-pétrole pour tout un tas de raisons, dont celle-là. Alors, ça serait Oh. peut-être l'occasion de parler justement du problème des brevets, parce que quand on fait une invention où elle est tellement complexe qu'on sait qu'on ne pourra pas la retrouver par rétro-ingénierie dans d'autres laboratoires, et on ne dépose pas de brevet, ou finalement c'est quelque chose qui pourra être assez facilement copié. Oui, ceci pourrait être copié. Alors, je dis pas que ça sera fait de manière simple, mais non, les brevets posent beaucoup de problèmes en fait, parce que c'est la raison pour laquelle, parce que les prototypes sont au point depuis quand même assez longtemps maintenant, depuis 6 ans, et fonctionnent parfaitement. Mais et pourquoi on n'a pas lancé? C'est parce qu'il s'agissait d'assurer la protection industrielle et intellectuelle de cette affaire-là, et ça n'est pas facile. D'abord, il faut déposer des brevets, le nom des brevets, les brevets et les marques à l'échelon mondial. Ensuite, si vous déposez un brevet détaillé, vous allez être sûr d'être copié, parce qu'on vous indiquait en fait la manière dont on construit l'engin, et donc n'importe quel individu, un peu équipé, on rajoute un bidule et puis on dit voilà. Ouais. Voilà, donc il s'agissait, les premiers brevets qui ont été déposés par l'ingénieur étaient, en fait, ça consistait à déposer plusieurs dizaines de brevets différents qui conjuguaient pour produire cet effet-là, mais en même temps à l'intérieur de ce puzzle, inclure volontairement des fausses pistes, de façon à ce qu'on ne puisse pas véritablement arriver à produire la technologie en réunissant la somme de ce qui avait été déposé par l'entité liée à ce physicien. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, très bien. Bon, premier point. Deuxième point, il faut savoir qu'il y a un grand nombre de pays, dont les États-Unis et la France, qui s'assoient allègrement sur n'importe quel type de brevet. Ah, même la France. Mais bien sûr, ouais, à partir du moment où on pense que l'intérêt supérieur de l'État est en cause, les brevets, vous voyez. Ensuite, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de problèmes au sujet de la propriété industrielle. Vous avez aux États-Unis ou ailleurs, mais surtout aux États-Unis, des cabinets d'ingénieurs, je ne sais pas comment on peut les appeler, qui ne font que produire des faux brevets. Vous n'avez pas besoin, dans le monde d'aujourd'hui, de présenter quelque chose qui fonctionne pour déposer des brevets complètement bidons. Donc, je ne veux pas citer des exemples. Pour quel est l'intérêt de présenter la brevet c'est des intérêts immenses. On est sur une guerre administrative, et quand vous êtes... Il y a une grande entreprise française, que je ne citerai pas, qui a récemment conçu une... Ben oui, non, j'ai pas non plus envie d'avoir tous les problèmes juridiques de la Terre. J'ai pas de quoi payer 50 millions d'euros d'avocats par an. Donc, qui a produit quelque chose de particulier dans un domaine bien particulier, et c'est fait quand elle est allée voir c'est des partenaires potentiels puissants comme des grosses sociétés industrielles américaines. On lui a dit mais on a quelque chose qui ressemble, et ils ont sorti de leur tiroir quelque chose de complètement bidon, mais dans lequel on va retrouver certains mots. D'accord ? Et sur la base de ça, ils vous font un procès, et ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, et vous êtes obligé de composer avec ça. Il y a des gens qui ne sont là que pour nuire aux choses qui peuvent sortir. Je vais vous prendre un exemple.
Si dans leur brevet bidon, ils ont déposé le mot relativité, et que dans votre brevet, à vous, il y a le mot relativité, ça suffit évidemment pour lever une polémique avec des avocats, des armées d'avocats. Et donc, voilà. Donc, il faut aussi prévoir, en plus du dépôt des brevets, les guerres juridiques qui vont avoir lieu à tous les étages. C'est très compliqué, hein. Mais comment est-ce que vous êtes couvert quand votre invention n'est pas brevetée? Mais, Par exemple, le professeur Septimus. Même en le brevetant, vous n'êtes pas couvert. Donc c'est pour ça qu'on a imaginé, évidemment, de breveter, mais également d'autres solutions en complémentaire. Là, on a été assez créatifs et j'ai participé directement à ce genre de choses. Avec vos voyages vous ont aidé pour ça? C'est bon, je vais pas vous répondre directement à la question. Alors. Dommage. Oui, non, je veux pas nuire. Vous savez, il faut pas mélanger les choses. Là, on a vraiment quelque chose dont j'attends la sortie officielle. Dont on est plusieurs, nombreux qui avons participé à ça. On attend vraiment que ça se passe, que les choses arrivent, et on est très impatients. Les choses avancent bien. Je ne veux pas. Non, je comprends tout à fait. Voilà, je ne veux pas nuire à ça. Mais alors, vous avez une idée de la date quand ça risquera de sortir, à votre avis? Écoutez, nous espérons aujourd'hui, ça reste à aujourd'hui, que ça sera annoncé d'ici la fin de l'année à un niveau officiel. C'est-à-dire que le gouvernement français, entre autres, est au courant, hein? Écoutez, il y a plusieurs gouvernements qui sont au courant. Bien. Plusieurs gouvernements qui sont au courant, mais je vous ai dit que je ne rentrerai pas dans un niveau de détail suffisant pour qu'on puisse pister ça. Donc oui, à l'échelon mondial, effectivement, il y a plusieurs gouvernements qui sont au courant, oui. Mais ce qu'il faut dire, Marc, sur cette affaire, c'est que bon, ça a un petit peu stagné pendant plusieurs années, hein, puisque le Septimus, ça fait un bout de temps que vous le connaissez, et là, ça a l'air de bouger. C'est-à-dire qu'il y a des indications. Il y a quelque chose qui se passe. Effectivement, on était assez impatients parce que l'ambition de ce physicien, c'était effectivement de tirer le maximum à titre personnel et collectif aussi de cette technologie. Donc il y avait tirer le maximum, vous voulez dire au point de vue fric, quoi? Oui, financier. Oui, entre autres, mais pas seulement. Mais bon, il y avait cela. Légitimement, quand on invente quelque chose aussi énorme, on peut espérer essayer de maîtriser les contrôles et puis qu'on lui vole pas en même temps cette technologie là, qu'il en tire quelque chose. Et les maximums, c'est ce qu'il a essayé de faire, de se protéger un maximum. Ça a pris du temps, c'était compliqué. J'ai participé avec lui à des tentatives pour mettre en place un certain modèle économique qui consistait à lever des fonds dans un premier temps. Bon, je rentre pas trop dans les détails, mais et à attendre dans une période de transition que l'économie mondiale se prépare à recevoir cette technologie qui, je vous donne l'ordre de grandeur et je tiens des personnes qui ont fait l'étude dans des grands cabinets qui sont pas basés en France. Qui, d'après eux, allait impacter directement et immédiatement, dès son lancement, 40% de l'économie mondiale. Alors ça, c'est la partie directe. Hein. Et la partie indirecte, on peut raisonnablement dire 100% presque. Voilà. Tout ce qui est transport, tout ce qui est énergie, tout ça, ça fait beaucoup. Tout ça, comme tout dépend de l'énergie, vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà. Donc, c'est quand même, ça a absolument un énorme impact. Et quand ils ont évalué les chiffres d'affaires possibles des sociétés qui avaient été créées sur le modèle économique qui avait été imaginé, c'était un océan de chiffre d'affaires absolument pas comparable à quoi que ce soit qui existe actuellement. Donc, on en sort d'un ordre de grandeur normal et là, on est dans le bon. C'est entre autres la transformation de toute l'industrie automobile, ce qui n'est tout de même pas rien. Entre autres. Mais bon, ce n'est pas que ça. Mais je dirais que pour l'homme de la rue, le fait qu'il y ait même des avions ou des moyens de transport qui soient quasiment autonomes et non polluants, parce que c'est le vrai sujet. Non polluants, alors tout dépend de la source de l'énergie. Je dirais que aujourd'hui, les voitures électriques, en fait, elles sont nucléaires en France. Une énorme part de l'énergie électrique vient des centrales nucléaires en France. Donc une voiture électrique est une voiture nucléaire. Alors, en Chine, ça serait plutôt une voiture au charbon, mais si c'est une voiture électrique. Mais il faut produire de l'énergie malgré tout. Le dispositif a des caractéristiques, mais il ne produit pas d'énergie à proprement parler. Quand vous parliez de corps noir, c'est un terme qu'on a utilisé pour désigner sa capacité d'absorption tout à fait étonnante, puisque ce petit truc-là, en physique, le corps noir, c'est le corps qui absorbe absolument tout ce qui traîne, y compris de la lumière, des ondes électromagnétiques. Et vous avez vu le bidule, là, vous me disiez que ça ressemble à un œuf avec 4 contacteurs. Voilà, si vous voulez, ça a 4 pattes. Ouais. On est impatient de voir fonctionner ce bidule. Oui, mais il y a quelque chose qui me gêne un peu. On a toujours vu que chaque fois que quelqu'un essayait de mettre au point
évidemment un procédé beaucoup moins révolutionnaire, mais qui risquait d'impacter le lobby en puissance. Je vous parle en vrac de n'importe quoi, du moteur à eau, etc. On a toujours vu les dix lobbies se défendre et empêcher les inventions Écoutez, d'exister. je ne sais pas, Marie-Thérèse. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette affaire-là, elle est connue quand même de pas mal de gens. Ça circule beaucoup, et évidemment, ça circule nouvellement sur les ondes, hein, par nous. Mais à aucun moment, j'ai travaillé sur le projet jour après jour pendant 18 mois, à aucun moment je n'ai vu la moindre chose qui ressemble à ce que vous venez de décrire. Donc je ne peux que vous dire que pour moi, ça ne s'est pas produit, et ça n'est toujours pas en train de se produire. Ah bah alors, écoutez, c'est fantastique. Hein. Dommage qu'il n'y ait Donc pas une bouteille alors, de je ne champagne sais pas qui ce qui s'est traîne dans passé le pour le coin. moteur à eau, et si ce moteur à eau, c'est vraiment quelque chose qui existe, mais je n'en sais rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à aucun moment, que je n'ai vu de type d'obstacle de ce genre-là, et que les obstacles étaient principalement dans la stratégie mise en place par les physiciens pour maîtriser les conséquences de sa technologie. Voilà, je n'ai pas vu un groupe quelconque, pétrolier ou autre, peser d'une manière ou d'une autre sur cette affaire-là, et j'étais vraiment aux premières loges. Alors, juste une anecdote qui traîne dans ma tête. Une société avait mis au point je ne sais plus quel type de moteur qui ne faisait pas appel à l'essence, et on a réalisé, je ne dis pas de bêtises, 1000 voitures qui ont été fabriquées, qui ont circulé à Denver et qui ont toutes été pilonnées, et le procédé a disparu. Bon, ça c'est un exemple qu'on peut retrouver dans les archives du net, partout. Je vous cite la ville de Denver. C'est justement, c'est un exemple qui m'avait beaucoup frappé. La façon dont on peut complètement tuer dans l'œuf quelque chose de révolutionnaire qui court-circuite le mouvement habituel. Alors, vous voulez un commentaire là-dessus? Bien sûr. Moi, je dirais, écoutez, je me permets d'être un petit peu pragmatique. Moi, j'ai beau écrire des bouquins sur le voyage astral, mais c'est justement parce que je les écris. Je suis très pragmatique. Ce que j'expérimente moi-même, ce que je touche moi-même, je le crois. Après, ce qui circule sur le net, si j'ai pas les moyens de le vérifier, je l'entends. Mais Dieu sait si c'est vrai ou pas. Je n'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que cette technologie-là, elle fonctionne. Elle a les caractéristiques que je vous ai décrites, et que je n'ai vu aucune opposition de type lobbying ou autre, alors qu'il y a un grand nombre de personnes puissantes et riches sur la planète qui sont parfaitement au courant, et pour beaucoup qui l'ont vu fonctionner. Eh bien, c'est superbe. C'est une fantastique nouvelle que vous nous donnez quand même. Je ne dis pas que ça va continuer comme ça. Le jour où les choses vont apparaître, il y a des gens qui vont se sentir menacés. Jusque-là, peut-être qu'ils sont en observation. Mais je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, 3 juin, il n'y a personne qui s'est manifesté. Il y a aucune force qui soit manifestée pour s'opposer à la sortie de cette chose-là. Effectivement, il y a eu des éléments qui nous ont montré que qu'il y avait des tentatives de vol. Voilà, vous m'avez dit qu'il y avait des cambriolages. Septimus s'est Oui, fait cambrioler. Oui, vous l'aviez prévenu d'ailleurs de faire attention, et heureusement qu'il avait pris des mesures. Voilà, j'avais prévenu de faire attention. Effectivement, c'était un peu la logique. Et effectivement, oui, il y a eu des choses de cet ordre-là. Et d'ailleurs, les Chinois, c'est pas leur faire injure, ils ont essayé de trouver d'autres méthodes que la pure négociation commerciale dans un premier temps. Ah, bien. Bon, la Terre continue à tourner alors. Voilà, c'est ça. On essaye d'abord le plus facile, mais on ne sait jamais si ça marche. Oui, bien sûr. Écoutez, c'était formidable, Marc. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre témoignage, et nous attendons impatiemment. Hein. Ça fait rêver, et en fait, on n'a apparemment pas trop longtemps à attendre. Écoutez, je l'espère, mais vraiment je l'espère, parce qu'effectivement, la technologie en l'état, et depuis 6 ans, elle est facilement industrialisable, c'est-à-dire que si on décidait maintenant de lancer des usines, l'année prochaine, on sortirait des unités en masse, voilà, et ça changerait absolument tout. Là, mais vous savez, il y a une grande marque d'automobile française qui est au courant, par exemple. Là, je rentre pas dans les détails, mais voilà, qui a été contactée, à qui on a expliqué les choses. Et si ces gens-là ont un petit peu de logique et sont capables de tirer effectivement les conséquences de ça, ils vont se rendre compte que le marché automobile mondial va obligatoirement muter, parce qu'on a une technologie qui va permettre de baisser le coût de production d'un véhicule et qui va baisser considérablement son coût de fonctionnement. Alors, vous imaginez que les voitures vont pas être électriques après ça? Non, et les voitures nous aurons enfin un paysage débarrassé des stations-service, mais quel bonheur. On aura d'autres choses à la place, on aura du panneau photovoltaïque. Il y a des gens qui détestent les éoliennes. De toute façon, vous pouvez faire n'importe quoi, à partir du moment où vous touchez quelque chose, les gens bloquent. Oui. Mais les éoliennes, bon, elles produisent de l'énergie électrique, c'est écolo, sauf qu'il paraît que ça pollue la vue, et ça émet des infrasons, etc. Vous savez, il y a toujours des gens pour bloquer ça, mais il faut bien que les choses avancent et s'améliorent d'une manière ou d'une autre. Très bien. Bon. Donc, voilà. Alors Marc, tout à fait dans notre domaine, est-ce que vous nous préparez un autre livre?
Oui, tout à fait. J'ai un livre en cours d'écriture qui s'appelle Ouragan et voilà qui décrit des choses assez précises au niveau du karma, puisque j'ai déjà écrit un petit peu dans le premier livre 0,01% comment les mécanismes de remémoration arrivent. Et là, j'ai quelque chose de spécial à raconter à ce niveau-là, quelque chose que j'ai vécu les 2 dernières années, avec des choses extrêmement précises, qui montrent que la vie de maintenant peut être la conséquence d'événements qui sont produits il y a plusieurs milliers d'années dans le passé, et j'en sors tout juste, et je peux vous dire que ça a été extrêmement éprouvant. C'est quelque chose que j'ai vécu depuis la publication du livre, voilà. Et ça va s'appeler Ouragan parce que j'ai été pris dans un ouragan karmique, effectivement, depuis 2 ans, et à l'heure où je vous parle, je suis en train d'en sortir. Voilà. Ah, bah écoutez, alors j'espère bien pouvoir vous recevoir pour l'ouragan, hein, Marc. D'accord, avec plaisir, Marie. Merci encore, au revoir. Merci, au revoir. Alors, mon cher Xavier, puisque vous êtes un grand picoreur de nouvelles ufologiques, de littérature, etc., j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous avez amené dans votre besace, là? L'idée un petit peu, c'est qu'on parle ou des nouvelles productions dans le domaine, ou de celles qui sont pas trop anciennes. Et donc, pour discuter un peu de la chose, j'ai amené quelques bouquins qui moi, m'ont pas mal plu, que j'ai lus ces derniers temps. Alors, il y en a qui sont en français. Alors, j'ai pas tout amené parce que ça aurait fait quand même beaucoup. Hein, sur 2-3 ans, il y a eu beaucoup de choses de Attendez, c'est publiées. monstrueux. Quand je vois le nombre de bouquins Ouais. d'ufologie que j'ai dans mon Ouais, appartement et à mon bureau, voilà. c'est monstrueux. Et on accumule, et puis alors il y en a beaucoup de mauvais, et de temps en temps on en tombe sur des bons, et ou des intéressants, disons, et je pense qu'il faut en parler. Donc c'était l'occasion, puisque vous m'avez Alors, dit qu'on va aller parler de ça. Alors, je vous ai amené ici un bouquin qui a été très décrié par les ufologues, mais qui, moi, m'a beaucoup plu, alors qu'il y a une préface de Jacques Vallée et de Tom Clancy, avec une introduction de Burt Rutan, qui est un chief engineer de je ne sais plus quelle grande société américaine, et qui est écrit par le colonel John B. Alexander. Ah! Alors là, je Voilà. suis ravie, parce que quand on parle d'ufologie, il faut quand même... On est obligé de passer par Alexander, parce qu'Alexander s'est donné quand même un mal de chien, on peut le dire, et il a longtemps travaillé pour savoir si il y avait vraiment des départements dans les différents gouvernements qui faisaient des recherches sur les ovnis. Parce que c'est toujours, n'est-ce pas, le grand thème conspirationniste. Alexander, le gouvernement sait tout, on nous cache tout, etc. Oui. Alexander, c'est un militaire. Alors, il a au début pas mal travaillé dans les sections spéciales au Vietnam. Enfin, les trucs qui sont à mi-chemin entre le renseignement et l'action militaire. Il était en rapport avec la DIA. Oui, avec un certain nombre de services. Mais il s'intéressait, c'est un esprit ouvert, il s'intéressait à beaucoup de choses. Et il a été impliqué, apparemment, dans un certain nombre d'expérimentations qui ont été faites par les Américains dans les années 80 et 90, et même après. Et entre autres, avec ceux qui faisaient du remote viewing. Avec le général Stable-Bine, avec un certain nombre de militaires qui sont des gens à l'esprit... il y en a qui ont l'esprit assez ouvert aux États-Unis et qui étaient prêts à tester pour voir si ça marche, quoi, en gros. Hein. Oui. Donc, alors, il s'intéressait, comme beaucoup d'Américains, au problème des ovnis, sans comprendre de quoi il s'agissait, comme beaucoup de gens. Et ce qu'il a voulu savoir, et c'est ça ce qui m'intéresse moi dans cette problématique, c'est s'il y avait des gens qui savaient, ou il y avait des gens qui savaient un peu plus que ce qu'on disait officiellement, s'il y avait un service quelque part aux États-Unis qui... Les gouvernements savent tout, ils nous cachent tout. Hein. Alors c'est ce qu'on croit. Moi j'ai tendance à penser qu'ils savent rien et que ce qu'ils cachent c'est leur ignorance ou leur paresse. Aussi, hein, ouais. Il faut savoir que dans les services de renseignement, il y a beaucoup de gens qui font rien et qui sont protégés par le secret. Et une des fonctions du secret, c'est précisément de montrer qu'ils ne font rien ou qu'ils savent rien. Alors, lui, il a monté un truc assez intéressant. Il a monté une espèce de groupe d'information sur les ovnis aux États-Unis. Alors, il a évidemment pas mis le mot ovni dedans. Il l'a appelé groupe de physique avancée. Parce que comme ça n'éveillait pas l'attention. Et il réunissait régulièrement un certain nombre
de hauts responsables des différents services américains en leur disant, vous savez, il y a quand même un problème, parce que les ovnis, officiellement, ça n'existe pas, mais on sait qu'ils sont poursuivis par les radars, qu'il y a des interactions avec nos avions, il y a eu beaucoup d'interactions avec tous notre dispositif nucléaire, qu'ils soient militaires ou privés. La base de Et, Minot, il serait quand même intéressant d'avertir des gens qui, eux, suivent l'information. Si vous lisez la presse, les ovnis, ça n'existe pas, c'est des trucs de dingue. Alors que dans la réalité, il y a vraiment quelque chose. Mais ce qu'a fait Alexander, lui, il savait tout ça très bien parce qu'il avait étudié le dossier. Il voulait, en réunissant les gens des différents services, essayer de déterminer si il y avait quelque part dans l'administration américaine un service qui réellement s'occupait du truc. Alors, il a fait des réunions. Alors, en plus, lui, il a les moyens de se renseigner. Hein. Il a fait des réunions à l'Air Force, il a fait des réunions à la NASA, il a fait des réunions, je crois, à la NSA aussi. Et les gens, d'après ce qu'il dit dans son bouquin, étaient très intéressés par ses présentations. Et lui, quand il disait, mais alors, vous avez des expériences, comment ça s'est passé et tout ça, et les gens lui disaient, nous, on s'en occupe pas. Mais alors, on sait par contre, il y a des gens qui s'en occupent. Parce que quand on a un cas, on est contacté, on donne le dossier. On donne le dossier à qui ? Il donne le dossier à quelqu'un qui a été mandaté pour le recevoir, je dirais, mais ils n'en savent pas plus. Malgré tout, après avoir fait ces réunions pendant 10 ou 15 ans, il a considéré qu'il faisait chou blanc et qu'il n'y avait pas de service, au moins, qui connaissait ou qu'il avait interrogé, qui s'occupait du dossier des ovnis aux États-Unis. Son bouquin est un petit peu ambigu parce que l'ufologue moyen est persuadé qu'il y a un cover-up, c'est-à-dire une désinformation officielle sur le sujet. Mais il est quand même très probable et très évident qu'il n'y a aucun cover-up dans l'administration en général, que ce soit l'américaine ou que ce soit la nôtre, et que s'il y en a un, il est à un niveau tellement enfoui, tellement secret, que c'est pas en faisant des petites réunions comme celle qu'a faite Alexander qu'il arrivera à savoir quelque chose, parce que ce sont des gens manifestement qui se cooptent et il n'a pas été coopté. Oui, mais enfin, je suis désolée, c'est pas 3 chats haut placés qui peuvent faire avancer. Il faut avoir des équipes, des gens qu'on lance sur le terrain, qui enquêtent, qui collationnent les pièces, etc. Ça demande une organisation quand même. Oui, mais ce sont des gens qui sont probablement triés sur le volet et qui ne vont pas accueillir quelqu'un simplement parce qu'il fait des conférences à la CIA ou au FBI sur les ovnis, si vous voulez. Ça, évidemment, oui. Et dans le cas d'Alexander, il a dit qu'il a cherché, quoi. Il a cherché avec plus de moyens qu'un journaliste, que Leslie Kean, par exemple, ou que Stan Friedman, enfin, qui vous voulez. Et en cherchant de très près, il n'a pas vu qui s'occupait de ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il dit il n'y a personne ou je n'ai pas trouvé? Il dit je n'ai pas trouvé. Il dit je n'ai pas trouvé. Alors je crois qu'il a fait un certain nombre d'interviews, alors entre autres avec Stan Friedman, où il a dit qu'il avait rien trouvé. Et je crois avoir lu qu'il avait fait d'autres réunions en disant que c'était pas impossible qu'il y ait des gens qui s'occupent de ça. Ce qui est très probable dans la mesure où on a quand même des témoignages de gens des témoignages qu'on peut pas mettre en doute. Vous vous rappelez peut-être le bouquin dont on avait parlé la dernière fois que vous m'avez reçu ici, qui était le bouquin de Swan, Penetration. Alors le Swan qui lui était au cœur d'un des projets américains du remote viewing et qui a été contacté par des gens qui étaient assez bizarres dans leur comportement, mais qui semblaient tout à fait humains et qui faisaient des recherches pas ordinaires sur le sujet des ovnis, puis qui semblaient en savoir un peu plus que les autres, parce que mais qui avait un comportement pas très normal. Ils l'ont conduit un moment au bord d'un lac en Alaska, où ils savaient qu'il y avait un ovni triangulaire qui allait apparaître, qui est effectivement apparu, et puis qui après, voyant qu'il y avait apparemment des gens, enfin, il les a attaqués, quoi. Bon, et puis il leur a montré, grâce aux capacités de remote viewing de Swan, il a pu apparemment voir des installations artificielles sur la Lune. Alors ça, évidemment, c'est assez controversé. Qu'est-ce qu'il a vu vraiment ?
Mais Il n'est pas le seul qui en parle. Hein. Je ne parle pas de ces vidéos bidons qui circulent. Oui, sur le net, mais ça, les vidéos, on peut toujours les... ça, elles ne sont absolument pas convaincantes. Voilà. Donc, l'équipe de Loulou, là, qui l'ont... il y a 3 aventures dans son bouquin Penetration. Ça ressemblait quand même plutôt à des militaires, hein, enfin des gouvernementaux. Voilà. C'était peut-être des extraterrestres déguisés en militaires, je ne sais pas. Mais et puis alors il y a plein d'autres témoignages. L'affaire de Rendlesham, à laquelle je reviens assez souvent parce qu'elle est beaucoup plus importante que d'autres affaires. Elle est récente. C'est-à-dire qu'elle date du début des années 80, oui. Noël 80 exactement. Ah, c'est une affaire absolument passionnante. Et là, on a quand même des dizaines de témoins avec des officiers de haut niveau, dont le numéro 2 de la base, le colonel Holt, et plus toute une quantité de policiers de sécurité qui s'occupaient de la sécurité de la base, qui ont tous fait des témoignages en disant qu'il y avait un ovni qui est arrivé 3 nuits de suite et qui a dardé un certain nombre de rayons sur des silos qui contenaient des armes nucléaires. Alors on n'en sait pas plus, mais c'est qu'apparemment... Enfin, il y a eu des prolongements, parce que dans l'affaire de Rendlesham, il y a eu cette apparition de code. Oui, ça c'est tout récent, ça. C'est tout récent. Et alors là, on bascule dans le baroque. On avait une affaire assez classique d'officiers et de sous-officiers et de policiers militaires qui avaient vu 3 nuits de suite des engins, qui en ont vu un se poser dans une clairière avec tout un cordon de militaires autour et des gens qui prenaient des films. Il y en a même un qui a touché, hein, Penniston, le sergent Penniston s'est approché. Il a fait un croquis sur un petit carnet et puis il a touché le truc. C'est comme ça qu'il a eu ce code. Et puis il y a l'affaire de Warren aussi, alors qui est assez étonnante. Mais effectivement, le problème c'est que ces fameux codes binaires, hein, c'est une suite de 0 et de 1 qu'il a noté dans un petit carnet. Il nous parle de ça 30 ans après. Et ça, c'est étrange parce que dans une affaire qui semblait malgré tout assez carrée, même si les ovnis c'est pas un truc carré, c'est un truc bizarre, de nous parler d'une affaire de code binaire dans lequel il y a un certain nombre... Alors, on est arrivé à déchiffrer ce code binaire et ça donne un certain nombre de points géographiques, des coordonnées de longitude et de latitude. Ça fait pas très sérieux, ou ça fait une opération de diversion. Et le plus étonnant encore dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas que lui qui a reçu des codes binaires. Il y a une fille qui s'appelle Brenda Butler, qui est la première enquêtrice de l'affaire de Rendlesham, bien avant, j'allais dire Carla, Georgina Bruni, qui est la plus grande enquêtrice, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle You Can't Tell the People, en citant les paroles de Margaret Thatcher, qu'elle avait approché à l'occasion d'une opération mondaine ou sociale, et qui lui avait répondu. Alors elle s'est dit, c'est qui tout double, c'est qui tout double. Je lui parle des ovnis, de ce qui s'est passé à Rendlesham, où elle me tourne le dos et puis je suis tombé sur une journaliste folle, où elle me dit quelque chose. Et Thatcher n'a pas du tout tourné le dos. Elle a regardé, elle a écouté attentivement ce que lui disait Georgina Bruni, et elle lui a dit, vous devez assurer d'abord les informations que vous avez de la façon la plus précise, et vous ne pouvez pas en parler. You can't tell the people. Et donc ça a été le titre de son bouquin. Et Georgina Bruni a fait une excellente enquête, très poussée. Malheureusement, elle est morte d'un cancer il y a quelques années, et donc elle n'a pas pu, et il est sûr qu'elle aurait continué son enquête. Mais alors là, parce que vous parliez de ces fameux codes qui ont été notés, qui ont été téléchargés dans la tête du fameux sergent Penniston, qu'il a mis sur un petit carnet et qu'il a ressorti 30 ans après. Et Brenda Butler, elle vient d'écrire un bouquin aussi, que je n'ai pas amené là. Il y a le mot Rendlesham dedans, je ne sais plus exactement ça. Pas lu, ça. Alors là on tombe dans la fringe, parce que la fameuse enquêtrice, la première enquêtrice, qui semble, d'après ce que disaient tous les témoins, est une fille qui avait les pieds solidement sur terre et qui s'intéressait un petit peu, parce qu'elle habitait pas loin de la base, à ce qui s'était passé, qui a fait un premier bouquin. Elle a sorti d'une armoire plein, elle dit, mais moi j'en ai plein de codes binaires, et ça va faire la suite des prochains bouquins. Donc là, vraiment, on tombe dans la fringe. Oui. Elle a été contactée aussi par un extraterrestre, hein, qui au début c'était un très beau jeune homme, mais en fait qui s'était déguisé parce que c'est un reptilien, paraît-il, et elle a rendu, d'ailleurs, elle a fait un rendez-vous avec
son extraterrestre avec l'amiral Hill Norton, paraît-il. Qui est très concerné par le ça, sujet. il faudrait, qui a été l'amiral de la flotte. Enfin, Oui. Ah ouais, bien sûr, oui. Et on tombe, si vous voulez, dans les trucs qu'on peut pas dire, parce que c'est tellement louche que... Mais vous avez remarqué que la plupart des affaires OVNI qui se présentent comme sérieusement finissent par basculer avec des détails complètement ridicules et qui décrédibilisent tout. Hein. Alors oui, ça décrédibilise. Est-ce que c'est les gens qui ont fait les enquêtes qui eux-mêmes basculent dans un autre monde, dans une irréalité qui décrédibilise, comme vous dites très bien, le sujet, mais je crois qu'ils font pas exprès. Enfin, au début, ils se disent qu'est-ce que c'est que ça, donc j'enquête, je fais parler les témoins, je fais parler les officiers, les militaires. C'est déjà assez hard, hein, ce qu'ils racontent, d'avoir un ovni qui se pose au milieu d'une base de l'OTAN dans le Suffolk. Et puis après, la plus importante base américaine. Oui, enfin, c'était une base qui était vraiment aux avant-postes en cas d'attaque de l'Union soviétique. Bien sûr, et en 80, la situation n'était pas très brillante. Il y avait il y avait l'affaire iranienne, il y avait la Pologne. Enfin, on n'était pas loin, disons, d'un embrasement. Et il y a eu cette affaire de Rendlesham à la Noël 1980, qui a duré 3 jours et qui a fini par sortir parce que les soldats parlent. On a retrouvé des documents qui ont été faits par le colonel Hart, c'est-à-dire le numéro 2 de la base, hein, qui l'a envoyé au ministère de la Défense britannique pour expliquer ce qui s'était passé, en édulcorant pas mal, hein, disons, l'événement, alors que lui-même avait assisté à un des événements, hein, le deuxième jour. Et ça, on l'a retrouvé grâce au FOIA, grâce au Freedom of Information Act. Et puis après, il y a de plus en plus de gens qui se sont déballés, qui ont raconté ce qu'ils ont vu. Et donc, on était, je dirais, dans une affaire sous-copique, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, assez classique. Bon, et là, on bascule dans des gens qui reçoivent des codes binaires dans la tête, qui les retranscrivent et qui nous parlent de voyage dans le temps, parce que d'après le sergent Peniston, l'engin qui s'est posé là, c'était en fait un engin qui venait de notre futur. Donc, ça se transforme en porridge, hein, comme toutes les affaires. C'est ça qui est très dramatique. On a l'impression d'être en terrain sûr, et puis d'un seul coup, voilà, ça se délite. Mais ça se délite. Je vais vous faire remarquer on a la même chose sur l'affaire belge. L'affaire belge, il y a plein de gens maintenant qui, 20 ans après, nous disent non, c'était pas ça. La fameuse photo, vous savez, du triangle de Petit Rechin, on pensait que c'était un truc solide, et puis on nous explique 20 ou 30 ans après que c'est un zozo. C'était fait par un photographe. On n'a pas de preuve que ça a été fait. Alors on n'a aucune preuve dans un sens ni dans l'autre. C'est complètement bizarre. Et plus on s'éloigne, c'est une remarque qui avait été faite par Bertrand Méheux, plus on s'éloigne du centre, si vous voulez, où les choses se sont produites, il y a une espèce de rumeur sceptique qui se développe. Hein. Il y a la rumeur elle-même ufologique ou sous-copique qui fait croire des choses, mais il y a aussi la diffusion d'une rumeur de scepticisme, un peu comme des ondes, alors qui sont à la fois dans l'espace et dans le temps, puisque dans le temps, on a l'impression que des cas qui étaient très solides, il y a eu l'affaire de Socorro aussi, on a démontré que c'était le fameux gendarme Zamora, là, c'était des étudiants de l'université d'à côté qui avaient fait prank, c'est-à-dire une grosse blague pour se payer la tête d'un policier local. Mais on n'a pas de vraies preuves. Et il y a un délitement de tous les éléments d'un dossier avec le temps, d'abord avec l'espace, avec la distance où les gens qui très gravement expliquent un truc, qui ont assisté à rien, mais eux, ils expliquent comment ça s'est passé. Et puis avec le temps, où il y a de pseudo-preuves qui disent que ça n'existait pas. Donc c'est un phénomène... C'est un phénomène intéressant et une affaire qui vous a passionné, je dirais, il y a 20 ans. Quand on la reprend après, ça peut reprendre avec du nouveau témoignage. Ça peut être renforcé parfois, mais dans l'ensemble, c'est plutôt quelque chose qui se délite, mais sans vraie preuve, si vous voulez. Et on a affaire, donc, moi je dirais, pour un folkloriste ou un sociologue, si on s'appelle pas Taguieff ou si on s'appelle pas Stochkowski, on peut écrire de très bonnes choses sur ce sujet.
Moi, je m'étais tout à fait intéressé à un moment à l'idée qu'il puisse s'agir de littérature sauvage, c'est-à-dire que la littérature, quoi, c'est un gars qui est devant sa feuille blanche et qui raconte des histoires dans la plupart des cas, enfin moi tout du moins, on n'en a rien à cirer. Mais là, vous avez une littérature spontanée, populaire, qui est une littérature orale, puisque les gens racontent des histoires. Hein. Ouais. Ils les transforment, ils les répètent, ils les enjolivent. Et la rumeur du net qui est avec le Il y a là, alors copier-coller maintenant avec le net, amplifiant, tout ça ça, devient tout ça a été absolument amplifié, terrifiant, oui. mais ça ressemble beaucoup à de la littérature, si vous voulez. Une littérature, le mot mythe en grec mythos, ça veut dire le récit. Hein. Oui. Mythos, c'est le récit. Hein. Et donc, on a affaire à toute une mythologie qui se transforme, c'est ça aussi qui est très intéressant, qui se transforme dans sa substance. Au début, c'était des extraterrestres. Ensuite, il y a eu toute la mythologie de la désinformation, du cover-up. Il y a eu les enlèvements. Et donc, il y a, on est en pleine littérature folklorique, je dirais, et qui, contrairement à ce que croient les gens qui ne daignent pas s'intéresser à ce sujet, est un sujet qui est étroitement suivi par une bonne partie de la population. Et qui alors ne concerne pas évidemment, je dirais, les élites, parce que les élites sont à côté, complètement à côté du sujet. Ils s'intéressent beaucoup plus à la carrière de Madame Trierweiler ou de quelques autres que à ce que croient, à ce que pensent pas mal de gens qui ne sont pas tous ni des crétins, ni des menteurs, ni des rêveurs invétérés. Des affabulateurs, oui. Des affabulateurs. Pour en revenir à cette histoire de code binaire, je voudrais préciser quelque chose qui m'avait quand même assez frappé. La première fois que j'ai entendu parler de ces histoires de code binaire, c'était le cas de Jason Andrews. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Rien du tout. Ah, ça, c'est un manque. Je ne connais pas ce monsieur. C'est un cas anglais d'un garçon. Je suis allée en Angleterre pour le rencontrer, voir sa famille, etc., qui était régulièrement enlevé. Je dois avouer quand même que j'ai vécu... Ah oui, vous en avez parlé dans un de vos bouquins. Ouais. J'ai vécu des événements tout à fait bizarres dans cette maison. Je me souviens, mais je vais en arriver au code binaire. Je me souviens, c'était l'été, et j'étais dans ma chambre, une chaleur absolument intolérable. Je sors de ma chambre, et les radiateurs sur le palier étaient intouchables tellement ils étaient brûlants. Je me suis dit, mais elle est toquée, Anne, c'est-à-dire Mrs. Andrews, la mère de Jason, le petit garçon enlevé. Qu'est-ce qui lui prend de chauffer comme ça? Et le lendemain, un peu plus tard, en descendant pour prendre mon petit déjeuner, je lui dis, mais pourquoi est-ce que vous avez tellement chauffé? Il me dit, moi, je n'ai pas chauffé la maison. Enfin, écoutez, je suis sortie de ma chambre, j'ai mis ma main sur les radiateurs, j'ai pas pu garder ma main 30 secondes dessus tellement ils étaient brûlants. Elle me répond le plus sérieusement du monde. Ah, c'est parce que Jason a été enlevé cette nuit. Je vois pas le rapport. Si, parce que lorsqu'il est enlevé, sa chambre devient effroyablement froide et toute la chaleur se concentre dans le reste de la maison. Je me demande si c'est du lard ou du cochon. Mais mes démêlés avec la famille Andrews ont été très drôles. D'ailleurs, il me surnommait, il ne pouvait pas prononcer Marie-Thérèse, il m'appelait Marie-Céleste, comme la Marie-Céleste. Mais le premier, oui, un des premiers histoires de Jason avec les E.T. s'est passé au cours d'une nuit. Il est rentré chez lui et ce petit garçon, il devait avoir, je vous dis ça de mémoire, 7 ou 8 ans, s'est mis à cracher un code binaire sans fin. 001, 01, 001, à parler en code binaire. Les parents qui sont d'une culture moyenne ne savaient pas pourquoi ils disaient que des 0 et des 1. Bon, pour vous dire que tout n'était pas complètement bidon dans cette histoire. Jason, qui était au mauvais âge, je l'ai vu, c'était l'âge de la puberté, il était d'ailleurs assez plein de boutons. Et à un moment, je vais prendre une photo de lui. Il me dit non, tu ne photographieras pas. J'ai dit écoute Jason, tu m'ennuies, je suis venu te voir et je te photographie. Non, tu verras, tu pourras pas. Je prends mon appareil. À l'époque, c'était un Pentax ou un Nikon. Enfin, c'était un argentique, bien sûr. Et je ne peux pas déclencher ma photo. Et j'essaye une fois, deux fois.
Je me tourne ailleurs, je veux photographier un arbre, mon appareil marche, je me remets vers Jason, ça ne marche pas. Au bout de 3 ou 4 fois, la moutarde, Les ovnis détestent les appareils photo. la moutarde me Ça, on monte le au nez et je dis écoute, Jason, écoute, tu es un sale gamin, je veux prendre une photo de toi. Et il me dit, bon, ben, tu peux en prendre une. Et comme une idiote, j'ai pris mon appareil. Et sans bien faire la mise au point, etc., je lui dis, c'était les bons appareils anciens, je prends une photo pas bonne, je vais recommencer la seconde, j'ai jamais pu. Et Jason me regarde narquois, je t'ai dit une, pas deux. Ouais. Voilà, les phénomènes psy qui se rajoutent Oui. au phénomène ovni. C'est hein. ça, il y a ce mélange du parapsychique ou du paranormal avec des observations qui semblent assez carrées. Et ce qui fait que là aussi, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les gens dits sérieux s'intéressent pas au sujet, c'est que le paranormal n'intéresse personne, ou on fait croire que c'est pas un sujet sérieux. C'est un donc sujet voilà. populaire, hein. Bas de gamme, vous avez dit, c'est ça, oui, pop. Oui, c'est comme ça que c'est considéré. Regardez le nombre d'articles qui ont traité des objets volants non identifiés dans Le Monde, Le Figaro. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre Libération, à une époque, ils étaient... Les Nouvelles Obs. Oui, c'est ça, Oui, non, mais... la grande presse bobo, quoi. Il y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ça, c'est aussi un sujet assez passionnant parce qu'il y a un filtrage. Je crois qu'il y a un filtrage culturel d'un certain... Ah, moi, j'en ai beaucoup parlé dans Match. Hein. Ouais. Oui, mais... C'était à part. Moi, je faisais ce que je voulais. les donc choses je se sont faisais pas des améliorées, sujets hein. complètement... Ouais. Alors, Paris Match, oui, c'était voilà, considéré comme plus populaire. Mais la presse non, sérieuse... à l'époque, c'était un bon journal. La presse sérieuse ne parle pas de ça. Ouais. Ne parle pas de ça. Et d'ailleurs, elle n'en parle pas parce qu'elle n'a rien à en dire, je dirais. C'est un petit peu comme les scientifiques. Qu'est-ce que vous voulez qu'un scientifique dise d'intelligent sur ce sujet alors que le sujet, manifestement, quand on l'observe dans toutes ces manifestations, il est incompréhensible. Il nous dépasse complètement. Et les choses qu'on ne comprend pas, ben, on dit que ça n'existe pas. C'est tout simple. Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions du tout. Et quand on veut fréquenter les marges, effectivement, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que les gens vous disent, tiens, ils s'intéressent à des trucs bizarres. Et si vous allez trop loin, si vous avez des positions, alors en particulier dans la recherche, vous mettez en risque. Oui. C'est vrai dans d'autres domaines. Non, peut-être moins maintenant. Xavier Delamarre, qui malgré un job officiel excessivement sérieux et respectable, n'hésite pas à se plonger dans la littérature ufologique. Alors, qu'est-ce que vous nous avez amené d'autre? Oh, je vous ai pas amené tout ce que Non, j'ai mais il y a un lu sur bouquin, la couverture ne me dit rien, les là. 24 derniers mois. Alors ça, c'est un petit bouquin marrant que j'ai trouvé. Alors, je l'ai acheté sur le net, hein, pardon les libraires, d'un monsieur qui s'appelle Jean de Régalgue. Jamais entendu ce Que nom. personne ne connaît, même... Alors, c'est intéressant parce que c'est un gars qui parle d'humo. Et même les humologues distingués qui suivent ce sujet n'ont pas entendu parler de ce gars-là. Et alors, pourquoi j'ai ce bouquin-là? Parce que j'en avais lu un premier que j'avais trouvé alors ce coup-là, dans une librairie absolument par hasard, et que j'avais vaguement feuilleté, qui m'avait amusé. Il faut que je lise un petit peu quand même la littérature de Contacté, parce que voilà, Jean de Régalgue. Alors, ça c'est un bouquin qu'il a dû paraître il y a une quinzaine d'années. Hein. Chez qui? À compte d'auteur. Édition de la Lumière, c'est bien connu, grand éditeur bien connu. Sûr, oui. Collection Sophia Calliope. Bon, réflexion sur le destin de la Terre et de l'univers. C'est pas joli comme titre. Bon, alors il raconte une histoire en disant qu'elle lui est arrivée. Alors lui, il a été contacté par un monsieur qui avait l'air tout à fait bien de sa personne, propre sur lui, tout ça. Mais c'était un extraterrestre. Comment est-ce qu'il a su que c'était un extraterrestre? Il lui a dit, il lui a montré. Ce sont des réflexions, hein, qui vient de quelque part. Mais là encore, il dit, c'est pas ma vraie forme, mais je me montre à vous comme ça. Et puis les extraterrestres, il a une espèce de boule, de boule qu'il a dans la main qui saute et qui fait des tas de trucs, qui s'illumine. Enfin bon. C'est présenté comme un roman, comme une Pas du aventure tout. vécue. C'est comme une aventure vécue.
Et c'est assez philosophique parce qu'il discute, donc, comme dit le titre, réflexion sur le destin de la Terre et de l'univers. Mais qu'est-ce qui a pu vous Sur pousser à acheter un livre Ben, pareil? il faut en lire un peu, si vous voulez. Quand vous vous intéressez à un sujet, il faut lire un peu de tout, et en particulier des trucs qui a priori vous barbent, mais vous dites, je vais peut-être trouver des choses là-dedans. Et j'ai trouvé que c'était pas mal écrit. Le gars habite dans le sud de la France, à Grasse, hein, qui est une ville Oui. sympathique. Et donc, il a été contacté par ce gars-là, et puis il revenait de façon régulière dans son salon, et il parlait de choses et d'autres. Hein, Donc il a subi un enseignement extraterrestre, c'est ça? on peut dire ça, tout à fait. On peut dire Oui. ça. C'est assez christique. Hein, c'est dans une idéologie très évangélique, je dirais, mais pas uniquement. Et je me suis dit, bon, bah voilà, c'est Bon, ça me marrant. tente pas follement, mais l'autre. Non, alors... mais je sais que c'est Ouais. pas très séduisant, mais vous savez, si vous intéressez, je vous dis, à ce sujet, il faut lire beaucoup de choses. Alors, il a écrit un autre bouquin que j'ai trouvé sur le net, qui s'appelle Petite chronique d'une intervention extraterrestre. Hein, alors là, l'éditeur, c'est encore un grand éditeur qui s'appelle Mon Petit Éditeur, tout simplement. Hein, Ouais, ouais. voilà. Mais moi, je ne méprise absolument les petits éditeurs, au Mais contraire, non. parce que les gros sont... bon, je C'est ne vais pas fini dire du mal des maintenant, gros, ouais, c'est bon. pas grave. Et j'ai vu ce que c'était derrière. Et en fait, alors là, il le raconte un peu comme une histoire romancée, mais c'est l'histoire romancée de l'affaire Humeau. C'est-à-dire qu'il y a des extraterrestres parmi nous qui sont arrivés alors dans la région justement Draguignan. de Digne, C'est ça, ouais. dans les années 50 ou 60, À je la crois, Javie. et puis qui ont découvert la Terre, alors qui habitent à une planète qui est pas très loin de nous, c'est quelques années-lumière, je crois 16 ou 20 années-lumière, c'est-à-dire c'est tout proche. Une planète qui ressemble à la nôtre, mais c'est une société plus développée, mais pas trop développée par rapport à nous, ce qui fait que le contact est encore possible. Hein, ils ressemblent tout à fait à Mais des c'est un humains. démarquage de l'affaire Humeau. Alors c'est un finalement. démarquage de l'affaire Parce que Humeau, c'est très romanesque l'affaire Humeau. mais c'est un roman qui raconte en fait une intervention d'une petite équipe du mythe dans les affaires humaines, sachant qu'ils sont au courant qu'il y a un truc qui s'appelle le MJ12. Alors là, il l'appelle pas le MJ12, il l'appelle le G15, qui sont prêts à déclencher des catastrophes grâce à d'autres extraterrestres nocifs, ceux-là, sur toute la planète. Et les humeaux disent, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que cette planète, comme elle ressemble à la leur, et nous, on leur ressemble, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, bon, ça Il faut qu'on paraît... fasse quelque chose, ça mais dans paraît quel pas- domaine? C'est-à-dire pour les Alors, je vais pas accélérer, pour les Non, pour protéger? empêcher les gens qui Qui se jettent dans l'armement nucléaire, voilà, oui. qui ont fait de la rétro-ingénierie. Alors, est-ce que c'est après... Ça, il parle pas trop de Roswell, mais il en parle un petit peu. Et qui ont des visées de conquête et entre autres de Diminution de la population. drastique de la population. Hein. C'est-à-dire Ah, qu'on ça, va ça- être bientôt 8 milliards. Ils disent il n'y ait pas plus de 2 milliards sur Terre. Donc, on va créer un certain nombre, je ne vais pas vous dire quoi, mais tous ces grands penseurs du MJ12 ou du G15 comme ils les appellent sont prêts à déclencher des choses abominables. Les humites en ont vent et ils déclenchent des mesures pour empêcher que tout ça se passe. Alors c'est très bien écrit. Le suspense est parfaitement mené, c'est vraiment à la Dan Brown, hein, je dirais, c'est pas Da Vinci Code. Ah, bah à ce mais- point, c'est quand même Ah pas mal oui. comme, Non, parce comme que je me dis, éloge. je vais encore lire un truc chiant, mais ça m'a pas du tout embêté. Et j'avais envie de reprendre le bouquin à chaque fois que je finissais un chapitre. Donc c'est plutôt bon signe. Ah Et bah, vous les me le gens qui sont prêterez, passionnés alors. pour Vous me le Humeau, à prêterez, mon parce avis, que ils je vais pas aimeront. l'acheter. Alors c'est fait comme un roman, mais il dit c'est peut-être le moyen de faire passer des informations quand on fait un récit sous forme de fiction, plutôt que de faire des spéculations interminables. Mais on peut pas se faire critiquer quand c'est sous forme de roman. Voilà, on vous ne peut pas se faire comprenez. critiquer, mais il y a des gens qui connaissent bien le dossier, qui aimeront ce bouquin, qui finit bien, je vous le dis tout de suite, ça finit bien, mais on sent qu'il connaît très très bien le dossier, qu'il a puisé ses informations aux meilleures sources. Je pense qu'il a dû lire pas mal Christelle Saval, mais il a lu Jean-Pierre Petit aussi beaucoup, parce qu'il y a des trucs qu'on trouve chez Petit qu'on retrouve chez lui. Mais tout ça est mis en scène, c'est-à-dire qu'il y a des dialogues avec les gens, voilà. Donc c'est assez marrant à lire. C'est probablement de la fiction, Vous mais n'avez pas essayé de rentrer en contact avec lui? c'est impossible parce c'est un pseudo. Ah, c'est absolu. Qu'est-ce que vous en Non, savez que c'est je un lui dirais pseudo que c'est un très bon bouquin, donc moi j'ai qu'à lui dire que j'ai passé un bon moment avec. Il n'a pas de site internet.
C'est un gars qui, apparemment, un petit peu comme notre interlocuteur précédent, avait des fonctions importantes dans une grande boîte. Et puis, il vit à Grasse. Et Je vais demander à Guitara qui vit dans le Midi ouais, il le connaît peut-être. Ouais. s'il le connaît. Bon, Ah, voilà. à propos, je voudrais faire une petite annonce pour moi. Pour Ouais. moi, là. Allez-y. Bien. Bon, Il y a ouais. quelque temps, j'étais en plein déménagement et pour me changer de mes cartons, j'ai été dîner seule dans un bistrot où je me suis fait aborder par un monsieur, fort beau d'ailleurs, je m'empresse de le dire, qui me dit bonsoir Madame de Brosse. C'était un limite, Marie-Thérèse. Voilà. Alors j'ai dit comment vous me connaissez? Il me dit oui, je vous connais. J'ai dit, ben, c'est bizarre, moi je vous connais pas. Il me dit c'est normal, moi j'écoute Radio Ici et Maintenant. Je vais pas vous raconter toute notre discussion. Mais ce monsieur, j'aimerais beaucoup qu'il m'appelle parce qu'il m'a dit cette chose qui m'a beaucoup intéressée. Il m'a dit mon père est général 5 étoiles. Et mon père m'a dit si la population se doutait de ce que nous savons, nous, dans l'armée, il serait paniqué. Alors j'espère que ce beau monsieur est à l'écoute et que il cherchera à me joindre par la radio parce que j'aimerais en savoir un peu plus et éventuellement, bien sûr, rencontrer son père. Hein. Voilà. Mais Bon, peut-être que son père n'avait rien dit d'autre, en fait. Il avait que ça à dire. mais Il oui, faudrait bon, qu'il aille interviewer son père. on peut toujours essayer de tirer les vers du nez d'un général 5 étoiles, c'est pas évident. Hein. Oui. Mais enfin, laissez-moi espérer. Bon, bah écoutez, s'il nous entend, Voilà, maintenant j'ai lancé mon petit appel. contactez la radio Ici et Maintenant, et puis Marie-Thérèse retrouvera son beau jeune homme, qui à mon avis est un humide, hein, mais enfin bon, Ça doit être ça ça. sert à ça Bon, la radio. on se fait une petite pause musicale. Voilà, et moi je allume une pipe. Alors donc nous continuons notre petit, disons, café du commerce sur les ovnis, cher Xavier, hein, de, Mon casque. de Mais- façon très, très décontractée. Alors vous aviez encore un livre à me présenter dans votre Oui, alors ça pile. c'est un truc tout récent dont on parle pas mal, qui s'appelle OVNI et conscience. Je sais pas si, enfin tout, je pense que les gens qui s'intéressent aux ovnis ont vu ce bouquin, OVNI et conscience. Alors c'est publié chez alors Le Temps Présent, hein, chez Grand Cyr. Sous-titre, l'inexpliqué au cœur du nouveau paradigme de la physique. Alors ça, c'est pas des témoignages. Moi, j'aime surtout les récits de témoignages. C'est du jus de crâne. Hein. Mais C'est il y a du des jus gens. de crâne. Oui, Ah c'est bon, la, d'accord. c'est de la spéculation, c'est-à-dire oui. que les gens veulent comprendre, donc ils inventent des théories. Mais ça aussi, il faut le lire malheureusement. Alors vous avez. Ça n'a pas l'air de vous avoir beaucoup séduit. Hein. Bah, moi, je pense qu'on est devant un phénomène totalement incompréhensible, ou un phénomène qui est tellement multiforme que quand on dit j'ai compris ce que c'était, à mon avis, on se plante. Alors, il y a les auteurs, c'est un recueil d'articles qui sont écrits par un certain Philippe Guillemont, qui est ingénieur de l'école centrale et ingénieur Qui a de l'air recherche d'être un peu une pointure quand au même. Hein. CNRS. Oui, c'est un Ouais. physicien, un mécanicien de physique, je crois, de très haut niveau. Donc, il fait un article dans ce livre. Un certain Jean-Jacques Jaillat, philosophe et psychologue que je ne connais pas. Romuald de Terrier, vous le connaissez parce qu'il Ah a oui, été bien reçu sûr, ici, oui, qui s'intéresse à l'ethnobotanique et au chamanisme amazonien. Daniel Robin, donc, qui s'occupe depuis longtemps des sujets ovnis, enfin que les gens qui s'intéressent à ça, c'est un nom qu'on connaît. Philippe Solal, qui est un jeune agrégé de philosophie, c'est un professeur agrégé C'est de rare, philosophie, hein, ça. et qui, alors lui, il a pas hésité à franchir le pas. Alors peut-être c'est parce qu'il a vu qu'il y avait le physicien Guillemont, il se dit mais il s'intéresse comme plein d'autres gens à ce sujet depuis très longtemps, d'après ce que j'ai compris, et qui donne un petit peu son avis sur le sujet. Et puis le dernier article est de Eric Turcher, qui est un essayiste et qui a écrit il y a quelques années un bouquin sur les apparitions d'humanoïdes. Alors moi je l'ai pas lu en entier, hein. J'ai surtout lu l'article de Guillemont qui passe parfois un petit peu au-dessus de la tête si on n'est pas un physicien soi-même. L'idée générale, c'est que il élabore toute une réflexion sur la nature du temps et sur le fait que le futur pourrait en quelque sorte rétroagir sur le présent. C'est très à la mode depuis quelques années. Ah hein. bon, oui, je savais pas. Oui.
Et alors, il a dit, je m'intéressais pas trop aux ovnis depuis il y a quelques années, mais quand j'ai vu les descriptions dont fonctionnait ce truc-là, il explique un petit peu comment ça pourrait fonctionner avec une modification de la structure de l'espace-temps autour de la machine, qui permettrait effectivement non seulement des évolutions, mais des disparitions sur place, et puis surtout le franchissement de distances énormes, parce qu'à partir du moment où vous arriviez à modifier le temps ou la structure de l'espace, la courbure de l'espace, passer par ce qu'on a appelé à un moment les trous de verre. Donc voilà, c'est le dernier bouquin dont on parle, donc je crois qu'il fallait en parler. Hein. J'aurais pu vous en amener plein d'autres, mais j'en ai pris que 4, et ça me paraît déjà pas mal. Moi, ce que j'aime bien, je vous dis très franchement, ce sont les témoignages. Hein. C'est les gens qui racontent des histoires qui les ont laissés pantois, qui modifient leur vie, leur perception du monde. Et alors surtout les gens qui disent rien, et puis comme ils savent que vous vous intéressez au sujet, ils viennent vous voir discrètement, ou en fin de dîner, parfois on a des gens qui racontent des trucs. Ça c'est marrant, c'est vachement intéressant, parce que spéculer sur un phénomène étrange, bon c'est bien, mais on n'est jamais sûr de ce que ça peut être, de ce que vaut cette spéculation. Moi, j'ai adoré Bertrand Meilleux, qui était aussi un excellent spéculateur, si je puis dire, qui a écrit ce bouquin sur cette espèce d'homothétie qui entre les récits des petits romans populaires de fiction scientifique du début du XXe siècle et toute la phénoménologie scopique qui apparaît dès 1947, donc en gros un demi-siècle après. C'était très intéressant, mais ces spéculations sont aussi contestables. Ah oui, moi j'ai trouvé son livre très bien fait, mais j'étais pas du tout d'accord avec lui. Enfin, Oui, un autre problème. Mais alors, si on vous demande, vous, par rapport au dossier OVNI, parce qu'il faut quand même se positionner un peu, je vous jette un nom comme ça, parce que c'est la tarte à la crème qui donne naissance à une abondante littérature. Par exemple, comment est-ce que vous considérez l'affaire de Roswell ? Roswell, j'étais dubitatif comme pas mal de gens, dubitatif ouvert, parce que j'ai pas étudié toutes les minutes du dossier, hein, c'est un truc énorme, il y a des quantités de témoins, donc j'ai lu quelques bouquins, alors évidemment chez nous on a Bourdet, hein, mais il y en a quelques autres quand même, il y a des gens comme Randall qui disent des choses intéressantes, et puis il y a eu un bouquin de Carey Schmidt qui est paru il y a quelques années, qui est un livre tout à fait intéressant, parce que là encore c'est un livre de témoignages, de gens qui témoignent, et qui sont pas tous des faussaires ou des rigolos, quoi, qui font des pranks. Mais je dirais que mon opinion s'est modifiée après avoir lu un truc qui m'avait échappé dans le dossier et qui pourtant avait déjà été mentionné plusieurs fois, entre autres par Lagrange, qui est un document très important qui est bien connu des ufologues, qui s'appelle le mémo twinning ou twining. Ah, le général, enfin, qui était... Alors, voilà, qu'est-ce que c'est que le mémo twining ? On le trouve sur le net. Hein. Si vous voulez, vous allez sur le net, vous tapez Twining Memo, et vous retrouverez le PDF, qui est un document qui a été écrit fin septembre, qui est daté de 20 ou 21 septembre, je ne sais plus, 1947, c'est-à-dire c'est pas long à lire, moins de 3 mois après le supposé crash d'OVNI, de soucoupe volante, à Roswell. Et qu'est-ce que c'est que le mémo twining ? Alors, twining... Alors, il faut préciser qui est Twining, voilà. Qui était quand même... C'était quelqu'un d'assez important parce que c'était le patron du Material Air Command, c'est-à-dire ce qui, je crois qu'il s'est appelé l'ATIC après, c'est-à-dire du responsable de toutes les technologies étrangères de l'Air Force. Hein. Et en fait, il pond un mémo donc fin septembre 1947. Confidentiel, hein, Oui, mais qui est diffusé au service, hein, diffusé à tous les services susceptibles de répondre en disant nous rendons compte que les ovnis ne sont pas un phénomène fictif. Alors je l'ai pas imprimé là, mais vous le trouverez sur le net. Hein, Twining Memo, c'est pas quelque chose de fictif ou de visionnaire. Et alors, il spécule après en disant c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela, mais à la fin de son mémo,
Il dit comme nous n'avons, et il demande à tous les services de se renseigner et de lui envoyer dans l'urgence, within 15 days, dans les 2 semaines qui suivent, c'est-à-dire c'est très urgent, toutes les informations que vous avez sur les objets volants non identifiés, puisque en l'absence, et ça c'est le paragraphe H2 que je demande aux gens qui s'intéressent à Roswell de lire, en l'absence de preuves matérielles. De preuves matérielles que nous aurions récupérées de ces objets, nous avons besoin d'en savoir plus. Hein. Donc c'est-à-dire que Twinning dit nous n'avons pas la moindre preuve matérielle, voilà. Nous n'avons rien récupéré. C'est exactement ce qu'il dit dans le paragraphe H2. Alors on sent très bien que sa directive sans l'urgence, hein, c'est-à-dire qu'il a dû avoir les politiciens aux fesses qui lui ont dit qu'est-ce que c'est que ces histoires de soucoupe, débrouillez-vous pour trouver des infos. Vous êtes le patron de... Voilà, et il fait cette directive, ou tout du moins il la signe, et il l'envoie à tous les services qui doivent répondre dans les 15 jours. Et il dit surtout, on n'a pas de preuve, on n'a rien récupéré d'un crash quelconque de ces engins discoïdes, de ces disques volants, comme on disait à l'époque, et donc dites-nous ce que vous savez. Et ça, c'est un des rares documents dont on est sûr qu'il est certain. Il avait été mis dans les annexes du rapport Condon. Et à mon avis, c'est le clou qui ferme le cercueil de l'hypothèse extraterrestre de Roswell. Parce que ça serait totalement absurde. S'il y a une personne qui devait être au courant du crash de Roswell, c'était bien ce gars-là qui était responsable. Oui, à mémo confidentiel, il pouvait dire que nous avons une pièce. Hein. Là, il dit non. Alors rien. Il dit. Alors les ufologues ont dit, mais ils se contredisent, ou tout du moins ils inventent des interprétations qui sont absolument pas croyables, de dire qu'il fait de la désinformation parce qu'on doit surtout pas parler de ce truc-là, c'est le secret des secrets. Hein. Et puis, ou il n'était pas au courant, ce qui est encore moins croyable, parce que dans sa position, il devait être au courant, ou on a rajouté, après, le document est info, on a rajouté le paragraphe H2. Mais tout ça, ça tient pas. Tout ça, ça tient pas. C'est un document dont on est, je vous dis, parmi tous les documents, parce qu'il y a plein de faux documents anciens qui ont été créés après. Il y a toute une industrie du faux document roswellien et soucoupique, où ça remonte même à Roosevelt. Vous avez le bouquin malheureusement de Greeley qui a écrit un bouquin sur le sujet en expliquant que l'uranium enrichi vient des soucoupes, enfin des trucs complètement fous, sur des documents qu'il a récupérés sur le net d'ailleurs, grâce à son petit-fils. Mais le document Twinning, on sait qu'il est vrai. Et le fait qu'un haut responsable de l'US Air Force, responsable des technologies étrangères, dit on n'a rien récupéré 2 mois et demi après le soi-disant crash de Roswell, ça veut dire une chose. Et alors ce qu'on sait aussi, c'est ça là où c'est contradictoire, c'est que il y a plein de témoins qui disent que oui, c'est finalement c'était une soucoupe qui s'est écrasée, et il y a plein d'officiers qui ont dit la même chose. Moi, ça m'a mené à une spéculation que je ne suis pas le seul à faire. Elle a été faite par Redfern, mais avant Redfern, bien avant, par d'autres personnes, qu'il s'agit d'une opération de désinformation très bien menée, avec l'aide inconsciente des ufologues, sur une affaire de ce qu'on appelle en américain le human trafficking, et que les Américains ont fait des expériences totalement inavouables à cette époque, exactement comme les nazis, exactement comme les Japonais et probablement les Soviétiques. Et cherchent à le cacher. Et alors probablement. Body Snatchers in the Desert. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était le bouquin de Redfern. Ça. Mais Redfern, il a rien inventé. Enfin, si, il a eu des. C'était un très bon enquêteur. Hein, oui, et c'était un très bon enquêteur. Il a eu, mais la spéculation existait déjà. Et il y a des gens qui s'intéressent justement au human trafficking. Je ne sais pas comment on le traduit en français. C'est pas le trafic humain, c'est, enfin, disons, on comprend ce que ça veut dire. Les expériences humaines. Et le problème... Dont le gouvernement américain ne s'est jamais privé. Donc il est totalement impossible que les Américains avouent un truc pareil, qui nuirait fortement à leur image. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, les archives de Roswell ont disparu. Ça, c'est excessivement bizarre. Voilà, c'est excessivement bizarre. Et donc, il cache quelque chose. Mais moi, je crois que ce qu'il cache, c'est pas tellement une soucoupe écrasée avec des nains à grosse tête dedans. Il cache des expériences des expériences qui ont été faites et qui sont totalement inavouables. Et pour ça, ils utilisent, si vous voulez, c'est la vieille théorie la vieille pratique plutôt de la désinformation. Je feins de feindre pour mieux dissimuler. Ils brandissent l'hypothèse extraterrestre. En la démentant, en disant en la démentant. Et plus ils démentent,
plus les gens disent mais non, mais donc c'est bien ça, les ufologues sont tous tombés dans le piège, et en fait ils protègent autre chose. Ils protègent autre chose qui est malheureusement probablement quelque chose d'abominable, qui est de l'ordre d'expériences que les nazis ont faites, mais je vous dis que tous les autres, à l'époque, les Japonais ont fait des choses abominables, je ne sais plus quelles sortes là en Mandchourie, et les Russes ont dû en faire aussi, et les Américains, et on a su, si vous voulez, on a su après que ça faisait des expériences sur la population. Il y a eu la commission de Church dans les années 70 qui a enquêté sévèrement sur la CIA, et que... les expériences ont même été faites dans le métro. Mais oui, ils ont irradié des gens pour voir les effets des bombes atomiques. Ils ont fait des expériences drogués avec des hallucinogènes. Avec le LSD. Il y a eu un gars qui s'est suicidé, l'affaire Olsen. Enfin, ils ont fait des tas de trucs franchement malsains qui ont été révélés dans les années 70. Vous pensez que l'hypothèse Redfern est la bonne, vous? Alors, j'en sais rien, mais je pense que faut pas dire ça devant M. Gildas Bourdet. Hein. Oui, mais c'est même pas la peine. C'est quelqu'un qui est plus du tout. J'ai un échange avec lui. Il est plus du tout ouvert au raisonnement du tout sur ce sujet. Il est tombé dans la croyance. Et c'est pas grave. Enfin bon, ça amuse les gens de lire cette affaire de Roswell. Mais moi, ce que je crois, c'est il s'est effectivement passé quelque chose. Et ce quelque chose est totalement inavouable. Et c'est pour ça qu'on trouvera rien. Mais c'est malheureusement pas une soucoupe. Et le mémo-twinning, qui date, je vous dis, de fin septembre, donc à peine 2 mois et demi après le supposé crash, dit on n'a rien récupéré. Et de deux choses l'une, si vous ne devez pas parler de quelque chose qui est le secret des secrets, vous en parlez pas. Vous dites pas on n'a rien récupéré, ou en démentant, vous en parlez en démentant. On fait pas des trucs comme ça. C'est contraire à toute la sociologie administrative. Donc ce gars-là, probablement, il répondait à une commande des politiques pour essayer de comprendre ce que c'était que ces bidules qui se baladaient en l'air et qu'effectivement les gens rapportaient. Mais ça n'a aucun lien. Ça montre que... et surtout, pourquoi demander à tous les services en urgence des informations alors qu'on savait... Si vraiment il y a eu quelque chose qui s'était craché, de pas naturel ou d'extraterrestre qui s'était craché à Roswell, il suffisait d'attendre quelques mois, disons, le résultat de ce que diraient les laboratoires. Il n'aurait pas fait cette circulaire. Donc voilà. C'est un raisonnement qui tient le coup. Mais alors, moi, ça me rappelle la controverse qu'il y a actuellement sur les 2 propos d'Obama, qui alimentent des discussions d'Obama. Oui. Ouais. Vous vous rappelez Obama, interviewé par un petit gamin, etc., lui dit, sur le mode de la plaisanterie, je ne peux pas te le dire parce que si je te dis quelque chose, je serai obligé de te tuer. Oui. Première intervention. Oui, c'était fin et léger comme fan. Ouais. Moi, j'ai pris ça comme une plaisanterie, pas très bon goût, mais comme de l'humour. Oui. Je me suis presque fâché avec des gens qui ont pris ça très, très, très au sérieux. Et puis, il y a une deuxième déclaration d'Obama qui est beaucoup plus récente, là. Où Obama répond « Je n'ai pas le droit de parler, les extraterrestres me l'ont interdit. » Ceci, encore une fois, proféré sur le ton de l'humour. Et bien sûr, ceux qui croient que c'est vrai, je ne dis pas qu'ils ont tort, je ne dis pas qu'ils ont raison, je dis simplement ceux qui croient que c'est vrai, disent que c'est une technique classique de faire passer pour une boutade ce qu'on veut faire circuler en réalité. Alors vous, votre avis C'est ce qu'on appelle le plausible deniability, c'est-à-dire le déni plausible. Ah oui. J'y crois pas parce que Il y a eu Medvedev aussi qui a fait une déclaration assez hard l'année dernière. Ça, c'était énorme parce que Medvedev, il a été président de la Russie. Il est ministre de Russie, mais il était quand même président de la Russie. Oui. Alors, il a dit un truc absolument fou. Alors, seulement, il pensait que les caméras étaient coupées. Et il y a une journaliste qui l'a approché et il a dit alors, un peu pareil, nous ne pouvons pas dire toutes ces choses-là parce que. Alors, il a parlé de Men in Black aussi. Ah non, mais il a été beaucoup plus loin, Medvedev. Oui. Il a dit ils sont chez nous et on ne peut pas faire grand-chose. Mais attendez, Medvedev raconte, comme je ne sais plus lequel des Beatles, qu'il était dans sa chambre quand un vaisseau est venu. Oui, ça, il a dit ça une autre fois, oui. Quand un vaisseau est venu, l'a emmené faire un tour dans une planète. Ah non, vous confondez. Non, c'est pas Medvedev. Ah, c'est pas, ça c'est le type de... Ça, c'est un député. Oui, c'est un député de je ne sais plus quelle région qui a effectivement été abducté par des secours. Oui. Mais Medvedev, il a fait... Alors ça, on le trouve sur le net aussi. Si vous tapez Medvedev oui, bien sûr, il a fait une intervention. Ou UFO, vous trouverez même le truc traduit avec le texte français ou anglais en dessous. Il a fait une déclaration qui est vraiment très très hard en disant ils sont chez nous. Et alors, il parlait de plusieurs trucs, du
fait qu'il avait la valise contenant les codes nucléaires, et puis les informations sur les ovnis. Et évidemment, tout le monde a pris ça. Alors tous les ufologues ont dit que voilà, ça y est, la déclaration est faite. Et puis les autres ont dit bon, il a, malgré ça, beau être un ancien soviétique, il a un peu de sens de l'humour, quoi. Et écoutez, il y en a un qui parle de façon. Je vois mal Flamby faisant une déclaration sous coupe, mais pourquoi pas. Il y en a un qui fait des déclarations beaucoup plus fracassantes. Alors je m'empresse de signaler à nos auditeurs, c'est Paul Oleyer. Hein. Paul Oleyer, a été Premier ministre du Canada. Non, ministre de la Défense. Ministre de la Défense du Canada. Oui. Et depuis quelque temps, il balance des choses absolument extraordinaires sur les ovnis, sur les visiteurs, le nombre de races qui nous visitent, etc. Oui. Enfin, il faut quand même penser que pour le Canada, c'est un personnage considérable quand même. Il a été ministre de la Défense, je crois, pendant 18 mois ou 2 ans dans les années 60. Il dit des choses absolument hallucinantes. Il a été un membre important du Parti libéral canadien. Et après, je ne sais pas trop ce qu'il a fait, mais enfin, vous verrez sa biographie sur Wikipédia. C'est un type de haut niveau. Hein. Une fois que l'émission sera terminée, nous allons diffuser à la fin de l'émission l'entretien, la déclaration. Non, il a fait en mai dernier, c'est tout récent. Hein. De Paul Oleyer, il en a fait plein. Oui. Mais la dernière que j'ai Alors la dernière, qui est absolument c'est du concentré de conspirationnisme. Alors vous verrez toute la vidéo et en plus la radio il est gentillesse d'en donner le texte en français. Donc vous verrez Oleyer parler, vous écouterez ces déclarations qui sont quand même... On dit beaucoup de méchanceté sur les banquiers aussi. Ah, énormément, parce que c'est la mafia des banques qui nous régente. Mais tout ce qu'il dit sur les ovnis, c'est assez étonnant de la part d'un... Il reprend la vulgate conspirationniste, sans ajouter d'ailleurs d'éléments nouveaux. Hein. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est la qualité du personnage. Imaginez qu'on ait Chevènement chez nous. Alors Messmer, je crois qu'il est passé de l'autre côté. Hein. Oui. Mais qu'est-ce qu'on aurait comme ministre de la Défense, Chevènement, enfin qui tout d'un coup se mettent à péter les plombs en disant le gouvernement a récupéré des technologies que... Parce qu'il parle de rétro-ingénierie. Il parle de rétro-ingénierie. Voilà, il parle du Bilderberg Group, des Black Budgets. Enfin, je vous dis, c'est la totale. Et ça, c'est un ancien ministre du Canada qui raconte ça. C'est énorme. Et donc, moi, alors c'est une des questions que je me pose à l'heure actuelle, parce que si vous allez un peu sur le net, il y a Paul Oleyer, qui a fait ses déclarations, qui en a fait plein, mais c'est la dernière qu'il a faite. Mais il y en a d'autres. Vous avez des généraux, je pense à Exxon. Vous avez des chief engineers de grandes sociétés technologiques américaines qui, à la retraite, à la retraite, ils parlent. Ils ont un pied dans la tombe. C'est des gens souvent qui sont très vieux. Hein, on a eu le cas sur Roswell du gars qui était responsable de la com, là, comment il s'appelait, Walter Haut, qui a fait un affidavit en disant oui, c'était bien. Sur l'honneur, en plus, c'est sérieux, parce qu'un affidavit aux États-Unis. Oui, mais enfin, le gars, il avait 90 et quelques berges, hein, donc même s'il avait. Qu'il n'avait pas toute sa. Si, mais alors moi je crois que si on s'en tient à l'hypothèse que je vais vous proposer, il était en service commandé, c'est tous les officiers. Ce qui est intéressant, je reviens rapidement à Roswell puis on arrêtera. Tous les officiers, tous les officiers qui ont dit sur Roswell que c'était une récupération d'extraterrestres, tout ça, ils n'ont jamais, d'abord ils ont tous fait une excellente carrière, ils n'ont jamais été sanctionnés. C'est quand même un signe, si vous voulez. C'est-à-dire que ces mecs-là étaient en service commandé. Même Jess Marcel, il a fait le boulot probablement qu'on lui demandait, ou s'il ne l'a pas fait, il s'est engouffré dans une désinformation qui a été mise en place très très vite après la récupération de ce truc, et il a fait son métier d'officier, pour protéger l'honneur de son pays. Mais alors je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui me frappe à l'heure actuelle, c'est que, et ça, si vous cherchez un petit peu sur le net, il y a un site d'une fille qui interviewe des tas d'allumés comme ça, vous savez, c'est une blonde, et il y avait un gars à chapeau. Ça s'appelle... C'est pas Lilou, là Non, mais une américaine. Non, une fille qui est pas mal. Terry Cassidy. Terry Cassidy, voilà. Que je connais bien aussi. Oui. Et alors, elle interviewe des mecs qui alors a priori qui racontent n'importe quoi, mais parmi les gens qu'elle interviewe... Project Camelot, voilà. Ouais, vous avez des gens qui ont fait une belle carrière. Hein, il y a eu le cas de
qui est très connu. Hein. Attendez, alors le cas de Corso, je vous coupe quand même, parce Oui. que Surtout que j'entends plus rien dans le moi casque. non plus, il y a un petit problème de son là. Ouais. Le cas de Corso, je vous coupe parce que quand on lit The Day After Roosevelt, c'est une chose, mais il faut lire quand même le livre qu'a publié le fils de Corso, Ouais. qui s'appelle également Philippe, Oui, c'est bon. et on s'aperçoit que Corso était fou de rage quand il a lu The Day After Roswell, puisqu'il a pris le livre et il a barré en disant faux, 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 je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais dit ça. Ouais. Alors, Oui, mais il a dit, même s'il il avalise pas tout ce qu'il y a dans le bouquin, il a dit des choses assez hard quand même. les trois quarts, Et le les fameux trois Alexander. quarts de The Day After Roswell, il le renie en disant je n'ai jamais dit ça. Oui, mais Alexander l'a rencontré avec Jacques Vallée d'ailleurs. Hein. Ouais. Il en parle dans son bouquin. Et ça, pour Alexander, qui est un type qui essaie d'évaluer un petit peu toutes les données, il me dit, je ne comprends pas, pour moi, ce mec est une énigme. Et l'énigme dont je voulais vous parler, parce qu'il y a Corso, mais il y en a plein d'autres, qu'est-ce qui peut motiver ces gens arrivés à un grand âge, même bien après la retraite, tout d'un coup, à faire des déclarations stupéfiantes alors que ce soit sur la rétro-ingénierie d'OVNI, que ce soit sur des groupes de récupération d'OVNI écrasés. Il y en a quand même pas mal. Enfin, Et pour moi, ça reste une énigme. Alors, de deux choses l'une, ou ces types... Parce que quand vous faites une affabulation... en général, si vous le faites, c'est pour dire aux gens, après, je vous ai bien eu, vous êtes tombé dans le panneau, c'est pour en jouir, après, si je puis dire. Hein. et si vous voulez soulager leur conscience? Alors voilà, est-ce que ces gens veulent soulager leur conscience, arriver à un âge assez avancé, en racontant n'importe quoi, ou il se passe autre chose, ou ils sont manipulés pour raconter n'importe quoi, ou une comparaison. Ou il y a un pétage de plomb généralisé aux États-Unis, enfin je sais pas. Une comparaison très simple dans un autre domaine, celui de la parapsychologie. Pendant des années, c'était complètement pestiféré de s'intéresser à la parapsychologie. Mais ça l'est toujours. Hein. Rappelez-vous le professeur Costas de Borgard, qui était quand même un grand physicien quantique, qui s'intéresse à la parapsychologie, faisait ses travaux en parapsychologie sous le nom du professeur Xodarap, qui est l'anagramme de paradoxe. Ouais. Il se disait titulaire de l'université de Erewhon, qui est l'anagramme de nowhere, ce qui veut dire nulle part. Rémi Chauvin, qui faisait ses bouquins sous le pseudonyme de Rémi Duval, ou Pierre Duval, je ne sais plus, enfin il s'appelait Duval. Ouais. Et puis à un moment, Chauvin s'est intéressé officiellement à la parapsychologie sous le nom de Chauvin. Et il me dit, mais maintenant, à mon âge, j'en ai plus rien à foutre. Oui, mais Michel a parlé de ça. Mais ça peut être exactement la même chose. Le fameux collège invisible. Ouais. Ça peut être la même chose dans le domaine de l'ufologie. Les gens ont peut-être envie de soulager leur conscience, l'âge aidant. Vous croyez que c'est du gâtisme ou du service commandé? Non, justement, c'est pas du gâtisme, c'est, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que dire qu'on s'est intéressé à la psychologie, moi je dirais c'est tout à fait légitime. Enfin, on a le droit d'avoir les intérêts qu'on veut. Hein. Mais raconter ce que racontent des mecs comme Corso ou comme Hellier qu'on va entendre tout à l'heure, là c'est plus du gâtisme. On est, je vous dis, dans le pétage de plomb. Et il y en a plein. Là, on en a cité 2 ou 3, mais il y en a plein de types qui ont une carrière tout à fait honorable et qui, arrivés à un âge respectable, se mettent à... alors, vous pouvez dire, oui, vous voyez, c'est tout simplement parce qu'ils disent des choses qu'ils ont vécues. J'ai du mal à y croire. Et je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que... je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est étrange. Et alors moi, je reviens à cette explication qui n'en est pas une, qui est celle de la littérature sauvage. C'est-à-dire que la littérature, tout d'un coup, on se met à raconter des histoires. Et autrefois, les littérateurs, c'était souvent des gens âgés qui avaient de l'expérience et qui racontaient des histoires que les jeunes générations se transmettaient après et en les transformant. Mais ça se passe pas chez nous, ça. Vous avez pas on n'a pas de chevènement ou d'ingénieurs ayant fait une belle carrière, je ne sais pas, à Thomson ou ce que vous voulez, ou à Alcatel, ou qui d'un seul coup tout d'un coup dit j'étais sur le site nucléaire, je ne sais plus, de Haute-Provence, là, et on a vu plein on a récupéré un OVNI. On n'avait pas en France, on ne trouve pas de ça sur le vieux continent. Ça se passe spécifiquement aux États-Unis, au Nouveau Monde.
Alors au Brésil qu'on connaît moins parce qu'on lit moins le portugais ou le brésilien, on a des cas qui sont pareils. Hein. Très curieux. Il y a un général aussi de l'aviation brésilienne qui a fait des déclarations incroyables. Non, chilienne, vous voulez dire Non, Bermudez, que alors, je connais non, mais aussi, celui-là, oui. d'accord. Oui. Mais moi, je vous parle de. Alors ça, c'est les enquêtes de Bob Pratt, hein, parce que Bob Pratt a pas mal traîné ses guêtres au Brésil, et il a interviewé un général dont j'ai oublié le nom. C'est enfin un type de très haut niveau qui disait, de toute façon, les ovnis, ça existe, on sait ce que c'est, on sait qu'ils sont là. On voit pas ça chez nous. Hein. C'est vraiment le nouveau monde Et en plus, les enquêtes de Bob Pratt, c'était quand même assez dérangeantes parce que ça présentait le phénomène ovni sous un jour agressif. C'est un excellent enquêteur. Hein. Oui, son bouquin, il paraît qu'il est traduit, j'ai jamais lu en français, mais en entier, oui. Je sais pas, j'avais essayé d'intéresser des éditeurs, ça n'a pas marché. Il n'y a pas que son bouquin qu'il faut lire, il faut lire ses articles. Hein. Vous trouverez les articles de Bob Pratt. À un moment, ils étaient sur le site d'Unicap. Je ne sais plus où ils sont maintenant. Moi, je les ai précieusement, j'allais dire, téléchargés et imprimés. Mais il raconte des enquêtes qu'il a fait dans la Cordillère des Andes de Crash, dans la Cordillère des Andes, où tous les Indiens ou les gens des villages disaient effectivement c'est ça. Et puis on a vu des gens de la NASA, des Américains venir. Débarquer après et enquêter sur le terrain. Donc ils se déplaçaient pas en c'est vraiment une terre de prédilection de l'ufologie. Moi, j'ai retrouvé récemment sur le net un truc très intéressant aussi, c'est sur l'affaire Antonio Villas-Boas, qui est connu de tous les étudiants en première année de soukopologie, qui est un paysan brésilien en 58. Hein, qui était sur son tracteur. Sur son tracteur en train de cultiver son champ pendant la nuit. Et alors, il a vu une soucoupe, c'était un engin avec des pieds qui s'est posé. Et il a été attrapé par des petits hommes en scaphandre qui l'ont fait rentrer dedans, qui l'ont mis à poil, qui lui ont fait passer une éponge dessus, il est mis dans une pièce. Et là, il y a une petite ufologue assez gironde apparemment. Une ufologue, une créature. Une ufologue, pardon, une ufonaute, excusez-moi. Ah bon, d'accord. Une femelle extraterrestre qui lui a montré. Qui s'exprimait comme un cochon. Oui, non, mais ça, c'est au moment de l'acte. Et d'ailleurs, ça lui a fait perdre un peu ses moyens, je crois, parce que quand il a vu que la fille aimait, mais qu'elle se mettait à grogner comme un cochon, il était bon. Enfin, qui lui a montré ce qu'elle voulait. Et après, elle a quitté la pièce en montrant son ventre et puis ensuite en montrant le ciel. Qu'elle était enceinte, qu'elle partait enceinte vers le ciel. Cette histoire est très connue parce que elle a été enquêtée par un grand enquêteur brésilien qui est Olavo Fontes. Elle a été retransmise traduite en anglais dans la Flying Saucer Review. Et puis, c'était un des alors ça, cas. dans les années, au milieu les ufologues osaient pas en parler parce que c'était quand même un petit peu. À l'époque, on ne parlait pas de ces l'accouplement choses-là. avec une extraterrestre, c'était quand même dans les années 60, on parlait pas de ces trucs-là. Mais il y a eu du nouveau parce que il y a un enquêteur espagnol dont j'ai oublié le nom parce que je peux pas apporter toute ma documentation sur place, qui est allé faire une enquête auprès de la sœur d'Antonio. Qui est encore vivante parce que Antonio Villas-Boas, après, il a fait une très belle carrière d'avocat. Mais comment est-ce que ce simple paysan est devenu avocat? C'est quand même bizarre. Non, mais ce n'est pas un simple paysan, c'était un petit propriétaire qui n'était pas un sot ni un inculte, mais il a fait des études le soir ou je ne sais pas quand. Il a fait des études. Moi, je trouve il a fait une assez belle carrière, mais enfin, il est mort il est mort en 69, je crois. 68, non, enfin, les évolutions des gens qui ont eu des démêlés avec les ovnis sont quelquefois surprenantes. Vous avez Villas-Boas, bien sûr. Mais ce que je voulais vous dire, parce qu'on parlait des évolutions des sujets, c'est que la sœur qui a été interrogée récemment par un journaliste espagnol, donne plein de détails supplémentaires en disant d'abord, alors elle dit la fille elle n'était pas si jolie que ça, c'est pas vrai, bon c'est parce qu'elle voulait, je sais pas, elle était jalouse, j'en sais rien, mais il y a plein de phénomènes paranormaux qui sont passés sur la ferme après, pendant des années. Et puis le père Antonio Villas-Boas, il a été contacté par des Américains de la NASA, vous voyez mon monsieur, qui l'ont emmené aux États-Unis, qui lui ont montré une soucoupe qui correspondait à celle qu'il avait vue, et qui pour prix de son silence lui ont acheté un appartement je sais plus où en Californie. Enfin, et c'est vrai qu'après il n'a plus rien dit sur cette affaire. Tous les ufologues qui ont essayé de le voir, il n'a plus rien dit. Donc les choses, on a souvent sur un dossier, on a des choses qui sortent. C'est un petit peu comme dans les affaires judiciaires. Mais attendez, vous parlez de l'affaire Villas-Boas, je vous parlerai de l'affaire du caporal Valdés. Oui, c'est pas mal ça aussi. Le caporal Valdés, la suite de l'histoire est complètement invraisemblable. Il est devenu pasteur. Ouais. Il avait annoncé qu'il dirait tout et que c'était absolument pas vrai, etc. Puis là, je n'ai rien dit. Moi, je me suis déplacé 3 fois pour le voir. On va dire rapidement, c'est que c'est un gars qui a été abducté devant ses soldats, c'est un officier.
et que les soldats... Caporal. Oui, non, il a été... oui, c'est un Caporal, sous-officier, mais ouais. il a été abducté devant ses soldats, et il est reparu plusieurs jours après, Non. barbu. Un quart d'heure Voilà, un quart d'heure. après, Non, mais il avait passé... avec une barbe de 5 jours. Avec une barbe de 5 jours, voilà, c'est ça. Et le cadran de sa montre Oui, indiquait qu'il oui, y avait oui. plusieurs jours de passé, etc. Oui. Voilà. L'histoire est très très forte. C'est une belle hein. histoire ufologique, ça. Il a accepté même, on a refusé de le faire, mais il a accepté d'être soumis à l'hypnose pour essayer de savoir ce qui s'était passé pendant son enlèvement. Mais la suite est tout à fait désespérante, c'est-à-dire que M. Villas-Boas, qui était mis, Monsieur le caporal Valdès, qui a été mis au secret, gardé comme je ne sais pas quoi, il fallait montrer patte blanche, je sais, parce que moi, à 3 reprises, j'ai voulu le voir, je sais bien comme il fallait montrer patte blanche. Qui maintenant devient pasteur, nous annonce qu'il va tout dire, que rien n'est vrai de cette histoire, et qui ne sort rien. Oui. Alors qu'il a annoncé qu'il allait publier. Vous pensez bien que je guettais. Ouais. Ce qui est très fâcheux dans ce dossier, ce qui explique que certaines personnes se découragent, c'est qu'on a l'impression qu'on n'avance pas. Mais non, mais je pense qu'on n'avancera jamais. On ne saura jamais ce que c'est que ces trucs-là. Parce qu'on a affaire à un phénomène manipulateur, manifestement doté d'une technologie très supérieure à la nôtre, et manifestement, d'après les témoignages, une technologie qui est capable de manipuler le temps. Quand vous manipulez le temps, vous pouvez commettre le crime parfait, c'est-à-dire revenir en arrière et effacer les traces. Ouais. Et donc, il y a toute une quantité de données, je dirais, qui sont un petit peu extérieures au cœur du drame, qui montrent qu'ils manipulent le temps dans les deux sens. Et surtout, ils ont un agenda qui nous est totalement incompréhensible. Alors, il y a des tas de gens qui vous expliquent que ce que veulent les extraterrestres, enfin, disons, les habitants de ces machines. Moi, je crois qu'on n'en sait absolument rien. À partir du moment où on a affaire à un psychisme qui nous est totalement étranger, on a déjà beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe dans la tête. Je ne sais pas, d'un Iroquois, non, ou d'un Japonais. Moi, j'ai vécu au Japon. Vous avez vu que les Japonais viennent il y a des trucs que je ne comprenais absolument pas. Alors, vous imaginez comprendre ce qui se passe dans la tête d'un extraterrestre qui est plus évolué que nous? Ils ont un psychisme différent de nous, et donc on a affaire à des manifestations absurdes. Et c'était prévisible d'ailleurs, c'est ce que disait Aimé Michel. Le fait que ce soit absurde, c'est normal, parce que c'est pas de chez nous. Et donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Pas grand-chose. La plupart des ufologues qui ont étudié longtemps ce sujet abandonnent. Ils abandonnent. Il y en a certains qui viennent cingler. Alors, voilà, où ils pètent les plombs, où ils abandonnent. Et c'est quand même un signe, si vous voulez. Et donc, je crois qu'il faut avoir une position intermédiaire, c'est-à-dire considérer ça comme des histoires. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce que vous faites. Donc, vous continuez à lire tranquillement. Je lis tranquillement ce que disent les gens. Je sens de temps en temps... Ce qu'il faut sentir un petit peu, c'est la sincérité, si vous voulez, du témoignage, la crédibilité des gens. D'où ils viennent. Et puis, si vous voyez qu'ils viennent d'un endroit où ils n'ont aucune raison à dire ça, qu'ils ont l'air sincères et crédibles, et qu'ils vous racontent une histoire absolument abracadabrante, eh ben, il faut la noter et engranger sans tirer de conclusion. Bon, écoutez, on continuera, on parlera des grands blonds, des tall white, etc. Oui. Je vois qu'il est l'heure de nous quitter. Alors, on ne quitte pas tout à fait la radio, parce que d'abord, il va y avoir la cassette de Paul Élière, et ensuite, ça enchaîne avec l'émission que nous avions fait ensemble, mon cher Xavier. Ah bon? Au moment de la parution de Pénétration. Ils vont avoir la totale, là, ce soir. La totale, ça va être la grande soirée. Totale se coupe. Brosse de la Mare. Oui. Merci de votre passage, cher Xavier. C'est moi qui vous remercie, c'est toujours un plaisir. Et à très bientôt.